Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 311, Pu. Monde humain, île du coup suspendu. De retour à l'hôtel, James, Irene et Koenma trouvèrent les autres en train de discuter joyeusement. Tous sauf Yael, bien sûr. Et à la façon dont elle regardait Erza, il était clair que, comme James, elle refusait de dire à Yael ce qu'il voulait savoir. « Vous êtes de retour » dit Yuzuki en remarquant la porte ouverte avant les autres. « De quoi avez-vous parlé ?»« Rien d'important. » James haussa les épaules. Koenma essayait juste de comprendre mes motivations. « Oh, juste le micro indiscret qui contrôle les actions habituelles des enfants » dit Yuzuki. « J'ai entendu dire qu'il possède un appareil qui lui permet de voir tout ce qu'il veut du monde humain depuis son bureau. »« Comment le sais-tu » demanda Koenma d'un ton confus. « Alors, ce gamin est un pervers comme la plupart des dieux, hein ?» demanda James en entrant dans la pièce et en attrapant une canette de bière à la table où Erza, Chizuru et Ogre étaient assis. Après avoir posé sa question et s'être tortillé face à la déclaration de James, Koenma tourna son attention vers Botan et commença à la regarder. « Ne me regardez pas, Koenma, monsieur » répondit Botan en agitant frénétiquement les mains. « Je n'ai rien dit à personne. » Botan étant l'assistante de Yuzuki, elle était naturellement la première suspecte de Koenma. Mais voyant qu'elle niait l'accusation, Koenma laissa son regard parcourir la pièce. Il regarda d'abord Kurama, assis tranquillement en buvant une tasse de thé. « Non, ce n'est pas le cas » pensa Koenma avant de se tourner vers son prochain suspect, Yael. « Non, ce n'est pas lui non plus. Il est très asocial. » À ce moment-là, Yael se tourna vers Koenma et lui lança un regard furieux. « Ah, c'est vrai, c'est un télépathe » se dit Koenma en remarquant le regard de Yael. Sans prêter attention à Yael, Koenma scruta la pièce. Excluant Janké de sa liste de suspects, son regard se porta finalement sur Ogre. Assis avec Erza et Chizuru, l'ogre bleu et musclé avait la tête penchée en arrière et buvait une canette de bière, tandis que Chizuru l'applaudissait d'un ton hésitant. « C'était toi, Ogre » dit Koenma d'un ton menaçant. En entendant le ton de Koenma, Ogre toussa et renversa de la bière. Puis, les joues légèrement rouges, il regarda son patron. « Que voulez-vous dire, Koenma Ikup, monsieur » demanda Ogre avec un juron sous l'effet de l'alcool. « Je m'occuperai de toi plus tard » dit Koenma après avoir jeté un regard furieux à Ogre. Il regarda ensuite Yuzuki. « En fait, je suis venu ici pour une autre raison. Je suis venu te donner quelque chose, Yuzuki. »« Donne-moi quelque chose » demanda Yuzuki d'un ton confus. Au lieu de répondre, Koenma fouilla dans sa poche et en sortit un petit œuf doré un instant plus tard. « Et qu'est-ce que c'est » demanda Yuzuki, sceptique. « C'est l'œuf de ta bête spirituelle » répondit Koenma. « Attends, je croyais que tu avais sacrifié ça pour sauver Keiko » demanda Yuzuki, incrédule. « Comment vas-tu » Avant de devenir détective spirituel, Yuzuki mourut dans un accident de voiture, sauvant ainsi la vie d'un enfant. Cependant, personne ne s'attendait à sa mort si jeune, principalement en raison de ses nombreux actes égoïstes durant ses 14 premières années, et il n'y avait donc aucune place pour lui dans l'au-delà. Koenma le soumit donc à une épreuve qui aboutirait à son retour dans le monde des vivants. Cette épreuve, qu'il aurait échoué lamentablement, impliquait de faire éclore un œuf de bête spirituelle qui se nourrirait de son énergie émotionnelle, facilitant ainsi sa résurrection. Cependant, pour sauver Keiko du feu, Yuzuki jeta l'œuf afin que Keiko puisse s'échapper. Finalement, l'œuf ne fut plus nécessaire à la résurrection de Yuzuki, et celui-ci l'oublia complètement. Le truc avec ça, dit Koenma avec un sourire ironique. En fait, l'œuf a simplement libéré l'énergie emmagasinée dans le feu. Ce qui était une bonne chose. Que veux-tu dire demanda Yuzuki avec curiosité. Eh bien, tout ce temps que tu as passé à faire, c'est dégager une énergie négative, dit Koenma. Si tu avais incubé l'œuf, il t'aurait probablement arraché la tête immédiatement après la naissance. En entendant cela, Yuzuki frissonna. Quoi qu'il en soit, après avoir reconstitué son énergie avec toutes vos actions positives, l'œuf est prêt à éclore à nouveau, a déclaré Koenma, en tendant l'œuf à Yuzuki. Après avoir reçu l'œuf, Yuzuki l'a regardé attentivement. Je me demande ce qui sortira d'un si petit œuf. Murmura Yuzuki pour lui-même. Fissure. Comme pour répondre à sa question, l'œuf dans la main de Yuzuki commença à se fissurer à cet instant. Au même moment, il se mit à briller. À mesure que les fissures s'élargissaient le long de la coquille, la lueur gagnait en intensité. Finalement, tous les participants furent contraints de fermer les yeux à cause de la lumière vive émanant de l'œuf. « Hein » s'exclama Yuzuki avant que la lumière ne s'éteigne. Lorsque tout le monde a retrouvé la vue, ils ont tous remarqué que Yuzuki regardait frénétiquement autour de lui. « Quoi de neuf, Urameshi » demanda Kuwabara avec curiosité. « Que cherches-tu » L'œuf, dit Yuzuki d'un ton à la fois confus et inquiet. Disparu. La plupart des personnes présentes furent surprises par cette déclaration. Cependant, James, Irene et Janké n'étaient pas là. Alors que James tentait de contenir son rire, Irene reçut une gifle et Janké afficha une expression, comme prévu. Un instant plus tard, Yuzuki sentit quelque chose lui atterrir sur la tête. Cependant, avant qu'il puisse déterminer ce que c'était, Kuwabara le regarda. PFFT. Le souffle de Kuwabara s'accéléra avant qu'il ne pointe le haut de la tête de Yuzuki et ne commence à rire aux éclats.
Le rire de Kuwabara captura tous ceux qui essayaient encore d'aider Yuzuki à attirer l'attention sur l'œuf. Puis, après avoir regardé Kuwabara et suivi son indice, ils éclatèrent de rire à leur tour. Cependant, malgré son rire, Keiko fut la première à attraper ce qui tomba sur la tête de Yuzuki. Ayant enfin pu observer ce qu'il imaginait être sa bête spirituelle, Yuzuki fronça les sourcils. La bête était une petite créature ressemblant à un oiseau, au corps bleu et au ventre bleu clair. Elle avait également un bec et des griffes jaunes. Elle avait une paire de bras trop petits pour être fonctionnelle, de longues oreilles tombantes et une chevelure noire qui ressemblait à celle de Yuzuki lorsqu'elle n'était pas lissée en arrière. Il est si mignon, roucoula Keiko en berçant la petite créature dans ses bras. Puis point. La petite créature bleue cria joyeusement et affectueusement. C'est ton nom, demanda Keiko d'un ton mielleux. Alors, à partir de maintenant, tu t'appelles Pu. Pourquoi ai-je l'impression de ne pas avoir mon mot à dire au nom de ma propre bête spirituelle, murmura Yuzuki d'un ton quelque peu irrité. Choisis tes batailles, mon homme, dit James, apparaissant derrière Yuzuki et lui tapotant l'épaule. Soupir. Je sais, répondit Yuzuki avec un grognement. Yuzuki, je trouve qu'il te ressemble, dit Keiko en souriant. En entendant cela, tout le monde dans la pièce a commencé à rire en échangeant des regards entre Yuzuki et la bête spirituelle, Pu. Maintenant que j'y regarde de plus près, c'est vraiment le cas, a déclaré Kuwabara en riant tout en se tenant le ventre. Populaire. Moins d'une demi-seconde après sa déclaration, Kuwabara fut projeté au sol par un coup de poing de Yuzuki. Comment diable fait-il ça, s'écria Yuzuki, irrité. Voyant son maître agité, Pu lutta pour se libérer des bras de Keiko. Puis, battant ses oreilles pendantes, il vola vers Yuzuki et atterrit à nouveau sur la tête. Je le crois vraiment, dit Keiko avec un sourire heureux. Il t'a attrapé par les cheveux. Ouais, il a attrapé mes cheveux juste entre mes orteils, dit Yuzuki avec irritation avant d'attraper la bête spirituelle et de la tenir devant lui. Yuzuki et Pu se regardèrent dans les yeux quelques instants avant que Pu ne fond dans larmes de bonheur. Soupirant en réponse, Yuzuki fit asseoir Pu à une table. Soupir. Je me sens plus fatigué maintenant qu'après le combat, grommela Yuzuki. C'est aussi simple que ça, quiconque savait boire buvait. Et ceux qui n'étaient pas assez vieux discutaient avec animation. Finalement, Koenma traîna un ogre complètement détruit hors de la suite, tandis que tout le monde continuait à faire la fête. Cependant, la fête fut brusquement interrompue lorsque Botan posa une question à James. Attends, quel âge as-tu, J demanda Botan, le visage légèrement rouge. 19 ans, pourquoi demanda James avec un sourire curieux. Puis, son expression devint malicieuse. Tu essaies de voir si je suis dans ta zone de frappe? Même si je suis flatté et que je serais heureux d'accepter tes sentiments, sache que j'ai un sacré harem, et que tu ne seras pas le seul. Après cela, le silence retomba dans la pièce. Bien qu'Irene, Erza, Janke et Yuzuki ne manifestât aucune réaction, Yae renifla pour la énième fois tandis que Kurama fixait James, incertain de ce qu'on pourrait appeler un grand harem. Pendant ce temps, Kuwabara, Keiko et Chizuru le fixaient comme s'il lui avait poussé une deuxième tête. Comment peux-tu avoir plus d'une petite amie demanda Keiko. Il a l'air d'un coureur de jupons, ajouta Chizuru. Je me demande combien de filles tu as trompé. Ah oui, avec mon charme inimaginable, je trompe les femmes en leur disant que j'ai un harem, dit James d'un ton sarcastique en levant les yeux au ciel. Et quant à savoir comment je peux avoir plus d'une femme, je suis un démon. Nos lois sont différentes. Rougissant légèrement, Chizuru perdit son expression indifférente habituelle. Elle ressentit une certaine gêne après que James eut exprimé son point de vue. Keiko, quant à elle, se tourna vers Yuzuki. Ses yeux lisaient clairement ce qu'elle pensait. Levant les yeux au ciel en réponse au regard noir de Keiko, Yuzuki décida de l'ignorer pour le moment. Pendant ce temps, Botan, se remettant enfin de la réponse de James, reprit enfin la parole. Ce n'est pas ce que je voulais dire, cria Botan, le visage rouge. Tu n'as que 19 ans. Pourquoi bois-tu de l'alcool? Oh, c'est tout, demanda James avec un sourire en coin. Reste concentré, Botan. J'ai déjà répondu à cette question. S'exclama Botan, confus. Non seulement Botan, mais Keiko, Chizuru et Kuwabara étaient également confus. Je suis un démon, nos lois sont différentes, tu te souviens, dit James, répondant aux questions non posées. Oh. Ouais. Dit Botan avec un rire creux, réalisant que James avait déjà dit ça. Après environ 45 minutes, la fête prit fin. Chacun regagna sa chambre pour une bonne nuit de sommeil. À la surprise de James, cependant, à son réveil, Irene et Erza étaient dans son lit, blottis contre lui en chemise de nuit. Des chemises de nuit très sexy. S'échappant des griffes de la mère et de la fille, James se demandait ce qui se passait alors qu'il s'apprêtait à se laver le visage. Je comprends qu'Irene vienne dans ma chambre au milieu de la nuit, pensa James. Depuis que j'ai compris qu'elle avait des sentiments pour moi, j'attends qu'elle fasse quelque chose. Mais Erza est une vraie surprise. Après s'être lavé le visage, tout en se demandant pourquoi Erza était dans son lit, James commença à se changer. Puis il quitta la pièce pour s'entraîner le matin. En quittant la suite, elle trouva Yuzuki, vêtu d'un débardeur et d'un jean, quittant également la pièce. Demain, dit James en souriant en rejoignant Yuzuki. Tu vas à l'entraînement du matin? Oui, répondit Yuzuki en bâillant.
Si la vieille sorcière découvre que je sèche l'entraînement sans raison valable, elle me frappera. Oui, sans doute. James hocha la tête. Bref, je sors aussi. Tu veux un petit combat? Non, dit Yuzuki en secouant violemment la tête. Je me souviens encore de notre dernier combat alors que ta force était scellée. Je veux rester conscient jusqu'à la fin du tournoi. Il y a environ 1 mois et demi, Skatash a scellé James, réduisant sa force à celle de Yuzuki. Puis, sans aucune explication, elle l'a jeté sur un ring avec Yuzuki et leur a ordonné de se battre jusqu'à ce que l'un d'eux perde connaissance, voire pire. Naturellement, grâce à sa supériorité au combat, James a remporté le combat et a mis Yuzuki KO la semaine suivante. En attendant cette réponse, James haussa simplement les épaules avec un sourire sur son visage. Alors, sur quoi comptes-tu travailler? Demanda James. Contrôle de l'énergie, répondit Yuzuki sans hésiter. Je n'avais pas réalisé à quel point le contrôle était important jusqu'à ce que je puisse utiliser l'onde spirituelle si facilement hier. Qui a dit qu'il te fallait un médiator? Demanda James avec un sourire. Suis-moi, je vais te montrer ce que tu peux faire avec un peu d'entraînement. Sur ce, James et Yuzuki se dirigèrent vers l'arrière-cour de l'hôtel. Puis, après s'être éloigné de la porte arrière, James s'arrêta et regarda autour de lui. C'est parfait, dit James en hochant la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Demanda Yuzuki, un peu confus. Je vais te montrer ce qui peut être fait lorsque ton contrôle de l'énergie est suffisamment bon, dit James en enduisant le bout de son index gauche de son énergie démoniaque. Un instant plus tard, James se pencha et posa son index gauche sur un brin d'herbe. Puis, sans le déranger le moins possible, il se releva en équilibre sur un doigt. Voyant cela, Yuzuki resta stupéfait. Accroupi, il fit de son mieux pour s'assurer que ce qu'il voyait était réel. Un bon contrôle de l'énergie vous permettra de réduire la consommation d'énergie nécessaire pour réaliser des exploits similaires, explique Thiago. Et une fois ce contrôle atteint, l'utilisation de l'énergie deviendra instinctive. Cependant, avant que Yuzuki ne puisse réagir, un projectile fut lancé dans sa direction par derrière. Cependant, avant même que Yuzuki ne puisse réagir, James poussa le brin d'herbe, s'élançant dans les airs et le transformant simultanément en une petite branche en forme de fleur de cerisier. L'instant suivant, la lame transperça Yuzuki et détruisit le projectile. Sans s'arrêter, elle fonça vers l'attaquant sans s'arrêter. Elle traversa ensuite le centre de son front et ressortit par l'arrière de son crâne. La lame retourna ensuite vers le brin d'herbe d'où elle était partie et se reconnecta au reste du brin. Un instant plus tard, James atterrit sur le brin d'herbe, toujours en position d'arrêt à un doigt. Chapitre 312, la fin du premier tour. Monde humain, île du coup suspendu. Se relevant du bout des doigts, James regarda dans la direction d'où venait l'attaque sournoise de Yuzuki. Ce faisant, il vit un démon mort gisant au sol, un trou fin comme du papier au front d'où coulait du sang. En s'approchant du cadavre, James et Yuzuki virent un démon au visage squelettique, coiffé d'une visière jaune et de cheveux magenta foncés, presque noirs. Son corps, contrairement à son visage squelettique, était très musclé. Il portait des épaulières et des coudières grises aux épaules et aux coudes, ainsi que des gants de la même couleur. Le bas du corps était vêtu d'un uniforme militaire vert, de genouillères bleues et de bottes bleues. Waouh, c'est un sale fils de pute, hein, dit James en examinant le démon récemment décédé. Oui, mais qui est-il? Demanda Yuzuki en fronçant les sourcils. Probablement un membre d'une autre équipe qui pensait pouvoir se faire un nom en te tuant lors d'une attaque surprise, haussa les épaules James. S'il fait partie d'une autre équipe, ne risque-t-on pas d'avoir des ennuis en le tuant? Demanda Yuzuki, les sourcils froncés. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, détective spirituel, dit une voix inconnue non loin de là. Regardant dans la direction d'où venait la voix, James et Yuzuki aperçurent un grand démon à la peau sombre d'environ 3 mètres de haut, aux yeux jaunâtres, au ventre bombé et au crâne chauve. Il portait des boucles d'oreilles pointues en or. Il était torse nu, vêtu de brassards d'acier gris, d'un pantalon marron et de bottes noires. De plus, il portait une paire de haches à double tranchant géante sur son dos. Alors je suppose qu'il était dans ton équipe, pas vrai Tubi? Demanda James en souriant. Ignorant le coup de James, le démon regarda attentivement Yuzuki. Je pense qu'il est amoureux de toi, dit James en chuchotant à l'oreille de Yuzuki. En réponse, Yuzuki regarda simplement James avec incrédulité. Cet idiot de rugby a désobéi à mes ordres et a essayé de te tuer avant même qu'on ait pu se battre sur le ring, dit le démon, apparemment sans écouter James. Et c'est pour ça qu'il méritait de mourir. Si tu ne l'avais pas tué, je l'aurais tué de mes propres mains. Pourquoi tuerais-tu ton coéquipier pour avoir attaqué une équipe ennemie? Demanda Yuzuki avec curiosité. Parce que moi seul peux avoir l'honneur de tuer le détective spirituel, dit le démon d'un ton solennel. Souviens-toi de ceci, détective spirituel. Moi, Topaz, chef de l'équipe des guerriers spirituels, je te tuerai lorsque nos équipes s'affronteront lors du tournoi. Après avoir parlé de paix, le grand démon Topaz se retourna et s'éloigna d'un pas assuré. Eh bien, c'est arrivé. James haussa les épaules et sourit. Oui, répondit Yuzuki, ne sachant pas quoi dire à propos de cette rencontre. Peu après que Topaz eut disparu, Kuwabara s'approcha de James et Yuzuki. Ayant manqué les rencontres entre le duo et les démons, il fut surpris de les voir fixer le lointain. Salut les gars, dit Kuwabara pour attirer l'attention de ses coéquipiers. Quelque chose ne va pas? Non, on a juste été attaqué par un petit poisson, dit James, minimisant l'incident.
Alors, ton patron. Appelons-le le chef des chips. Il a dit à Yuzuki qu'il allait le tuer. Normal pour un mercredi matin, non? Quel genre de vie mènes-tu là où les menaces de mort sont normales? Demanda Kuwabara avec curiosité. Le genre pour lequel il vaut la peine de vivre, répondit James. Pourquoi sembles-tu incertain? Demanda Kuwabara. Bref, revenons à l'entraînement, dit James, changeant de sujet. Oh, mais d'abord. James frappa alors le sol de son talon gauche. Un instant plus tard, le sol sous le corps de Rugby devint rose comme une fleur de cerisier. Rugby sembla alors s'enfoncer dans le sol. Un instant plus tard, le sol reprit son aspect normal. Très bien, allons-y, dit James en se retournant avec un sourire. Que vient-il de se passer? Demanda Kuwabara, perplexe. Et c'est quoi cette odeur? L'odeur à laquelle Kuwabara faisait référence était l'odeur du sang après que James ait coupé le corps de Rugby, transformant le sol sous le cadavre en feuilles de pétales. Crois-moi, Kuwabara, tu ne veux pas savoir, dit Yuzuki en suivant James jusqu'à un autre endroit où il pourrait s'entraîner. Déconcerté, Kuwabara les suivit. Il les rejoignit ensuite dans leur entraînement au contrôle de l'énergie. Cependant, son entraînement ne ressemblait pas à la folie que Scatash avait fait subir à James et Yuzuki. James demanda alors à la cuisine de l'hôtel un grand bol qu'il remplit d'eau. Il montra ensuite à Kuwabara l'ancienne méthode d'entraînement qu'il utilisait avec les autres Akuo. Ainsi, pendant les heures qui suivirent, James, Yuzuki et Kuwabara s'efforcèrent de contrôler leur énergie. Pendant ce temps, Yae, qui observait James et Yuzuki depuis leur départ, repensait au pouvoir dont James avait fait preuve en interceptant l'attaque sournoise de Yuzuki. Cette capacité me semble familière, se dit Yae. On dirait la capacité de la lignée démoniaque d'Alavru, sans bons Akura. Mais je pensais qu'il devait imprimer une marque spirituelle pour l'utiliser. C'est peut-être un bâtard muté? Naturellement, James savait que Yae l'espionnait depuis son départ de la suite. Cependant, comme il utilisait sans bons Akura d'une manière que lui seul pouvait utiliser, Yae ne pouvait pas reconstituer son identité. Car même son père ignorait que la nécessité de la marque spirituelle disparaîtrait après avoir atteint le niveau grand dieu et obtenu la forme super diable. C'est vraiment une mauvaise habitude chez toi, Yae, dit Kurama en montant sur le toit. Tu n'as pas besoin d'espionner nos alliés, tu sais. N'essaie pas de me faire la morale, Kurama, dit Yae en s'éloignant de Kurama et en quittant rapidement le toit. Ce n'est pas comme si descendre du toit t'empêchait d'espionner, dit Kurama en secouant la tête. Jagan excelle dans la collecte de renseignements. Juste avant midi, James termina son entraînement avec Yuzuki et Kuwabara. Puis, il leur dit de retourner dans leur chambre et de se nettoyer. Une fois la douche terminée, James les entraîna au stade. Il leur expliqua que ce serait une bonne idée d'aller voir les matchs de leurs adversaires potentiels. En fait, James commençait à devenir un peu fanatique. Il voulait juste voir l'équipe Mashu et le jeune Toguro s'affronter. Si les choses suivaient le canon comme avant, bien sûr. Comme James l'avait prévu, tous les matchs du premier tour se sont terminés rapidement. Les équipes gagnantes étaient toutes bien supérieures à leurs adversaires. Il a également vu les équipes Mashu, Ishigaki et Uraotoji, les trois équipes que son équipe affronterait si les choses se déroulaient comme prévu. Et, ce sont des humains? Demanda Kuwabara en désignant 3 membres de l'équipe Ishigaki. Maintenant que tu le dis, on dirait des humains, dit Yuzuki d'un ton confus. Je croyais que notre équipe était censée être la seule à compter des humains dans ce tournoi. Normalement, ce serait correct, dit James en souriant. Puis il désigna l'équipe Ishigaki. Suivant le doigt de James, Yuzuki et Kuwabara virent un démon petit et chauve avec de longs cheveux verts en désordre uniquement sur les côtés de la tête, des oreilles pointues, des yeux plissés, des pommettes hautes et trop prononcées et un sourire terrifiant portant une tenue scientifique typique, visible par la blouse blanche qu'il portait par-dessus ses vêtements. Voici le docteur Ishigaki, dit James. C'est le défenseur de cette équipe, l'équipe Ishigaki. Et d'après ce que j'ai pu constater, il contrôle ses humains pour qu'ils se battent à ses côtés. Merde, je déteste les gens comme ça, cracha Yuzuki avec dégoût. Ce n'est pas contraire au règlement, demanda Kuwabara. Vraiment? James répondit à la question de Kuwabara par une question de son cru. Tu n'as pas réalisé dans quel genre d'endroit on est? Ici, tout est permis. Tant que tu peux gagner et en tirer profit, rien ne t'interdit. La seule chose qui t'importe, c'est ta part du gâteau. C'est énorme, trop énorme pour que tu puisses l'avaler. En entendant cela, Kuwabara se mit à trembler. Et James ne pouvait pas le lui reprocher. C'était un lycéen d'Axandrave peine 14 ans qui n'avait même pas été initié au monde surnaturel depuis moins d'1 an. Cependant, au lieu de le réconforter, James le laissa réfléchir à ce qu'il ressentait en ce moment. S'il comptait continuer à aider Yuzuki dans son travail de détective spirituel, il allait devoir s'habituer à ce genre de choses. Car les choses pourraient bien empirer. Passons directement au dernier match du premier tour, cria Kuto dans son micro. Bravo à la Team Spirit Warriors et aux favoris pour remporter le tournoi, la Team Toguro. Depuis l'entrée opposée à celle de James et des autres, 5 grands démons extrêmement lourds, Topaz au centre, pénétrèrent dans le ring. Puis, par l'autre entrée, un grand démon mince pénétra dans le stade. À la vue du démon élancé, les jeunes Toguro, Yuzuki et Kuwabara se tendirent. Cependant, James continua simplement de sourire en regardant les 2 équipes monter sur le ring. C'est donc ce type qui t'a forcé à participer, demanda James.
Oui, répondit Yuzuki en secouant la tête en réponse. Eh bien, je dois l'admettre, c'est probablement le démon le plus puissant que j'ai jamais vu sur cette île, dit James en souriant. Mais ne t'inquiète pas, on fera en sorte que tu sois assez fort pour le vaincre. Attends un peu. D'accord. Dit Yuzuki avec incertitude. Yuzuki savait que James était fort. Bien plus fort que Toguro, en fait. Cependant, c'était un peu surréaliste de voir quelqu'un ne pas prendre au sérieux l'homme qui lui donnait des cauchemars. Kuwabara, quant à lui, pensait que James était si détendu parce qu'il ignorait tout simplement la force réelle de Toguro. Cependant, avant même qu'il puisse réfléchir ou parler davantage, les deux équipes commencèrent à définir les règles du match. Finalement, il fut décidé que Toguro affronterait les 5 adversaires simultanément. Naturellement, cela enragea les membres de l'équipe Spirit Warrior, qui consumèrent leur énergie démoniaque dans une démonstration de force. Je vois que tu es fier de ta force, dit Toguro en retirant son manteau. Et avec une telle puissance, tu devrais l'être. Alors, pour honorer ta force, j'utiliserai 45% de ma puissance. Suite à sa déclaration, les membres de l'équipe des guerriers spirituels, à l'exception de Topaz, encerclèrent Toguro par devant, derrière, à gauche et à droite. Pendant ce temps, Toguro commença à contracter ses muscles. Ce faisant, tout son corps se mit à gonfler. En quelques secondes, ses muscles étaient suffisamment développés pour rivaliser avec n'importe quel ancien Monsieur Univers. Que le match commence, cria Kuto avant de fuir le centre du ring comme il le fait toujours. Cependant, le combat n'eut pas grand spectacle. Les 4 membres de l'équipe des guerriers spirituels attaquèrent Toguro simultanément. Mais sans bouger, Toguro réussit à les frapper tous à la poitrine, leur ouvrant un large trou dans le torse. Voir les membres de son équipe mourir sous ses yeux ne changea rien à l'expression de Topaz. Au lieu de cela, elle sortit une de ses haches de derrière son dos et se dirigea avec assurance vers Toguro. Tu es peut-être fort, mais je suis destinée à vaincre le détective spirituel, Urameshi Yuzuki, dit Topaz. Alors tu devras mourir ici pour ouvrir la voie à mon destin. Je suis désolé, dit Toguro d'un ton sec. Mais ce garçon m'est réservé. Tandis que Toguro parlait, Topaz brandit sa hache et frappa Toguro à l'épaule gauche. Cependant, à sa grande surprise, la hache se coinça avant de toucher l'os de Toguro. Toguro contracta alors le muscle de son épaule, faisant rebondir la pointe de la hache, révélant l'épaule indemne de Toguro. Cependant, avant que Topaz puisse réagir à la tournure des événements, elle reçut un coup de poing en pleine poitrine. Comme ses coéquipières, un large trou s'ouvrit dans son torse. Un trou suffisamment grand pour que le paysage de l'autre côté soit facilement visible. Sans entendre l'annonce de Kuto concernant la fin du match, Toguro reprit son allure élancée. Il ramassa alors son manteau et le jeta sur son épaule. Il regarda ensuite James, Yuzuki et Kuwabara qui regardaient le match. Un instant plus tard, croisant le regard de Yuzuki au loin, Toguro fit un geste de la gorge tranchée avant de s'engager dans le tunnel par lequel il pénétrait dans le stade. Chapitre 313, un pari et un malentendu. Monde humain, île du coup suspendu. Le soir du même jour où le premier tour du tournoi s'est terminé, l'équipe Urameshi et le reste des personnes qui leur étaient associées, à l'exception de Koenma et Dogre, se détendaient dans la suite qui leur avait été attribuée. Au moment où le soleil se couchait à l'horizon, quelqu'un frappa à la porte de la suite de l'équipe Urameshi. Assise près de la porte, Keiko se leva pour ouvrir. Cependant, se souvenant de l'histoire que Kurama lui avait racontée à propos de l'équipe Rokuyuke qui avait tenté de s'introduire dans sa chambre, Yuzuki prit la parole. Et, Keiko, lança Yuzuki, attirant son attention avant qu'elle n'ouvre la porte. Pourquoi ne te détends-tu pas? Considère ce voyage comme des vacances. Je vais t'ouvrir. Hein? C'est bon. Répondit Keiko d'un ton confus. Avant que Keiko ne puisse remettre en question ses actions, Yuzuki se leva et courut vers la porte. Puis, après s'être assuré que Keiko était à bonne distance, il l'ouvrit prudemment. Bonsoir, monsieur, dit un homme vêtu d'un smoking noir et portant une paire de lunettes de soleil alors que la porte s'ouvrait complètement. Et là, demanda prudemment Yuzuki. Puis-je t'aider? Non, pas du tout, monsieur, répondit l'homme avec un sourire professionnel. Je suis venu remettre le programme du tournoi à l'équipe Urameshi. L'homme fouilla alors dans la poche intérieure de son smoking, mettant Yuzuki en état d'alerte. Cependant, rien de dangereux ne se produisit, contrairement à ce que Yuzuki attendait. À la place, l'homme en sortit une enveloppe scellée portant le symbole du tournoi d'arts martiaux noirs. Voilà, ma mission est accomplie, dit l'homme avec le même sourire professionnel en tendant l'enveloppe à Yuzuki. Puis il sortit une tablette de l'autre poche intérieure de sa veste de smoking. Maintenant, si vous pouviez signer ici, s'il vous plaît. Prenant la tablette, Yuzuki signa le reçu et la rendit à l'homme. Sans perdre de temps, l'homme acquiesça et partit sans un mot. Qui était à la porte? Demanda James, tirant Yuzuki de sa torpeur. Quelqu'un remet la clé du tournoi, répondit Yuzuki avant de fermer la porte de la suite. Yuzuki retourna ensuite dans la pièce, ouvrant l'enveloppe au passage. Lorsqu'il atteignit le salon, il avait déjà lu la parenthèse. Cependant, il fronça les sourcils après l'avoir fait. Quelque chose ne va pas, Urameshi, demanda Kuwabara avec curiosité. On va devoir affronter Toguro au prochain round, ou quoi? Voyez par vous-même, dit Yuzuki en jetant le papier avec le support imprimé sur la table au milieu de la pièce. Rapidement,
les autres personnes présentes se précipitèrent pour voir les supports. Puis, comme Yuzuki, plusieurs d'entre eux froncèrent les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Demanda Kuwabara d'un ton agité. Pourquoi sommes-nous la seule équipe à devoir jouer 4 matchs pour remporter le tournoi? C'est une déclaration arrogante, Kuwabara, dit James en souriant. Tu présumes déjà de la victoire demain, hein? À ces mots, Kuwabara rougit de gêne. Il ne voulait pas paraître arrogant. Mais il ne pensait pas non plus qu'il perdrait. Cependant, l'attitude de Kuwabara a poussé Chizuru à le regarder intensément. Kazuma, sous-estimes-tu tes adversaires? Demanda Chizuru d'un ton glacial. Qu'est-ce que je t'avais dit à ce sujet? Chizuru a alors commencé à battre Kuwabara sans pitié tout en lui expliquant la bonne façon de se comporter lorsqu'on entre dans un combat. Elle est vraiment courageuse, a déclaré Erza, approuvant l'approche de Chizuru pour se préparer à un combat. En effet, acquiesça Irene. Elle pourrait probablement être entraînée à devenir une excellente guerrière. Tu es très naïf de penser que ce sera le seul stratagème que ces humains corrompus utiliseront pour nous faire tuer, dit durement Yei, ce qui fit baisser l'ambiance dans la pièce. Yei, tu tiens vraiment à tout le monde? Demanda James en essuyant une fausse larme. Je le savais. Tu n'es en fait qu'un tsundere avec un côté de saint surpuissant. Immédiatement après que James eut fini de parler, le bruit des dents grinçantes de colère de Yei se fit entendre et l'énergie démoniaque de Yei commença à s'échapper. Prends ça comme une promesse, je te tuerai quand le tournoi sera terminé, dit Yei, le jaguant sous sa ceinture brillant de 1000 feux. Ah oui, dit James, une lueur d'excitation dans les yeux. Alors, tu veux joindre le geste à la parole? Bien que Yei n'ait pas répondu, il a maintenu un contact visuel, faisant savoir à James de continuer à parler. Après le tournoi, on se battra, dit James en souriant. La condition de ta victoire est de me tuer. Si tu le fais, Irene te révélera ma véritable identité, sans aucun secret. En regardant Irene, Yei vit qu'elle hochait la tête, l'air indifférent. Puis il renifla, pensant qu'elle le regardait. Alors, quelle est ta condition de victoire et que devrais-je faire si je perds? Demanda Yei, sans penser un seul instant qu'il perdrait. Le sourire s'élargit, James tendit la main droite vers Yei. Soudain, une pièce de chevalier et 3 pièces de pion apparurent, flottant au-dessus de sa paume tendue. Ma condition de victoire est de te vaincre sans te tuer, dit James, débordant d'assurance. Et si je gagne, tu entreras dans ma pairie. Naturellement, après cela, tu apprendras aussi tout de moi. Une fois de plus, Yei se mit à grincer des dents. Au même moment, la tension dans la pièce atteignit des sommets surnaturels. Si intense que Chizuru cessa même de frapper Kuwabara, à peine conscient. D'accord, j'accepte, dit Yei, sentant sa fierté mise à mal en voyant le sourire de James. James hocha la tête en guise de réponse et laissa les fragments du mal disparaître. Puis il retourna s'asseoir sur le canapé. Cette altercation, si l'on peut dire, a naturellement refroidi l'atmosphère dans la suite. Après avoir discuté un peu du tournoi, tout le monde a décidé de terminer la soirée plus tôt. Ainsi, il serait revigoré pour le match suivant. Cependant, une fois de retour dans sa chambre, James fut surpris de voir Erza debout sur le seuil de la porte alors qu'il essayait de la fermer. James ne fut pas le seul à être surpris par l'apparition d'Erza. Irene, dont la chambre était voisine de celle de James, vit également sa fille essayer d'entrer dans la chambre de James. Erza, qu'est-ce que tu fais? Demanda James en fronçant les sourcils. Je vais dormir avec toi ce soir, dit Erza d'un ton pratique. Soupir. Puisque tu le dis, pourquoi étais-tu dans ma chambre à mon réveil ce matin? Demanda James d'un ton exaspéré. Puis il se tourna vers Irene, qui observait la scène avec une expression confuse et conflictuelle. Irene, je veux te poser la même question. Rougissant légèrement, Irene commença à tapoter ses index avec un sourire timide sur son visage. Zut, Gapmo est trop mignon, pensa James en regardant sa reine, habituellement sérieuse, faire un geste aussi mignon. Tu penses qu'on pourrait avoir cette conversation dans un endroit plus privé? Demanda Irene en regardant le couloir de long en large pour s'assurer que personne n'écoutait. Bien sûr, dit James en ouvrant grand la porte. Entrez. Irene et Erza acceptèrent naturellement l'invitation de James à entrer dans sa chambre. Il fit alors signe au duo mère-fille de s'asseoir sur le lit tandis qu'il se tenait devant elle. D'accord, alors je comprends pourquoi Irene s'est faufilée dans ma chambre, dit James dès que les deux femmes furent à l'aise. On sait tous les deux que tu as développé des sentiments pour moi ces derniers mois. Je n'entrerai donc pas dans les détails. Mais toi, Erza? J'étais allée chercher un verre d'eau à la cuisine. Puis j'ai vu maman entrer dans ta chambre, dit Erza d'un ton sérieux. Alors je l'ai suivie pour voir s'il y avait quelque chose d'important à discuter. Irene ne put que soupirer en réponse à la déclaration d'Erza. Parfois, le bon sens d'Erza était inexistant. Mais cette fois, son raisonnement prenait presque tout son sens. Puis, quand elle a réalisé que je la suivais, elle a soupiré et s'est allongée à côté de toi, a poursuivi Erza. Et quand j'ai vu ça, comme j'avais encore sommeil, je me suis allongée à côté de toi aussi. La nuit s'éternise, n'est-ce pas, Irene? Demanda James avec un sourire et un haussement de sourcils. Quelle audace! Bien qu'elle ne parle pas, le rougissement d'Irene indiquait clairement ce qu'elle pensait de la provocation de James. Mais ça n'explique pas pourquoi tu es là ce soir, Erza, dit James, revenant au sujet initial. Oh, c'est assez simple à expliquer, répondit Erza avec indifférence. La nuit dernière, en te serrant dans mes bras, j'ai mieux dormi que depuis des années.
Alors j'ai voulu revivre ça. Ça explique bien. James hocha la tête. Mais ne t'es-tu pas déjà demandé si tout allait bien? Je ne crois pas, admit Erza après avoir réfléchi un instant. Alors, ça te dirait que je me rendorme en te serrant dans mes bras? Au même moment, James et Irène soupirèrent. Non seulement devant la franchise d'Erza, mais aussi devant son choix de mots. Puis, James haussa les épaules, résigné. Ce n'est pas grave, dit James d'un ton indifférent. Ce n'est pas que ça me dérange. De toute façon, j'ai l'habitude de dormir avec quelqu'un qui me tient. Bien, dit Erza avant d'être enveloppée d'une lumière vive. L'instant suivant, après avoir utilisé sa Rocket Magic, Erza a changé ses vêtements et son armure habituelle pour un haut soutien-gorge en dentelle lavande, qui montrait un peu de décolleté, et un short assorti qui épousait joliment son arrière-train. En réaction au changement de costume d'Erza, James salta d'admiration. En voyant cette réaction, Irène sentit la détermination lui brûler dans les yeux. « Je peux dormir ici aussi ?» demanda Irène, le visage rougissant, avec une expression sérieuse. « Bien sûr » répondit James d'un ton détaché. Même si ses sentiments étaient tout sauf désinvoltes pour le moment. « Il me demande de coucher avec eux, c'est ça ?» se demanda James. « Non, calme-toi, James. Irène est peut-être d'accord, mais Erza n'est définitivement pas prête pour ça. Enfin, elle n'a jamais manifesté d'intérêt romantique ou sexuel pour moi. » Tandis que James se débattait intérieurement, Irène commença à se déshabiller. Chaque vêtement était plié soigneusement et posé sur la table de nuit, près du lit. À la fin, elle ne portait plus qu'un soutien-gorge en dentelle noire et une culotte noire. Voyant Irène vêtue encore moins qu'Erza, James décida d'arrêter de réfléchir. Son corps étant désormais en pilotage automatique, il retira simplement ses sous-vêtements et se mit au lit. Puis, il ferma les yeux et fit de son mieux pour s'endormir immédiatement. En observant les actions de James, Irène se sentait à la fois fière et partagée. Elle était fière que son apparence ait un tel impact sur James. Mais en même temps, elle était partagée par la présence d'Erza. Si on n'était que James et moi, je pourrais passer à l'étape supérieure, pensa Irène. Mais je sais qu'Erza n'est pas prête pour une telle aventure. Erza, quant à elle, était déconcertée par les agissements de James. Après avoir vu comment elle et sa mère étaient habillées, elle s'attendait à ce que James les attaque. Ces 2 derniers mois, elle avait entendu de nombreuses histoires sur les talents de James au lit. Et à 19 ans, elle mentirait si elle disait ne pas être curieuse. Elle se dit donc que ce soir serait l'occasion idéale de voir à quoi ressemblait le sexe. Si James et Irène savaient ce qu'Erza pensait, ils seraient complètement abasourdis. Puis, ils seraient exaspérés qu'elle ait oublié de mentionner ce passage pendant la conversation, donnant l'impression qu'elle voulait juste passer une bonne nuit de sommeil à côté de James. Chapitre 314, contre l'équipe Ishigaki. Monde humain, île du coup suspendu. Le lendemain matin, dès le lever du soleil, la lumière du soleil entrait par la fenêtre de la chambre de James. Allongé dans son lit, les paupières de James battaient tandis que le rayon de soleil illuminait son visage. Se réveillant lentement, James sentit 2 corps doux se presser contre lui. Un peu désorienté après son réveil, James sentit une douce sensation lui saisir la main gauche. Un instant plus tard, il entendit un léger gémissement. Ouvrant les yeux, serrant toujours délicatement l'objet dans sa main droite, il remarqua une chevelure écarlate de chaque côté de lui. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» murmura James, ayant oublié qu'il était au lit avec Irène et Erza après avoir éteint son cerveau avant de se coucher. En regardant de plus près, il voit Irène allongée à sa droite, son soutien-gorge et sa culotte sur le dos, ses cheveux tombant en cascade sur le lit et l'oreiller. À sa gauche, Erza est pratiquement allongée sur lui, plus de la moitié de son corps sur le sien. Son bras gauche est autour de ses épaules, sa main caressant doucement son sein gauche. « Merde, ses seins sont bien plus gros qu'ils n'en ont l'air dans son armure », murmure doucement James. De plus, le bois matinal de son boxeur pressait doucement entre le mollet droit et la cuisse d'Irène, ajoutant encore plus de stimulation à une matinée déjà stimulante. Bon, je sais pourquoi c'est arrivé, mais je ne m'attendais pas à me réveiller comme ça, murmure James en soulevant délicatement les 2 femmes, veillant à ne pas les réveiller. Au bout d'une 30aine de secondes, James se dégagea de la chair tendre et tentante du duo mère-fille. Quelques instants plus tard, il sortit du lit et se dirigea vers la salle de bain de sa chambre. Je commence à comprendre tout ce que tante Venlana a dit à propos d'Oyakodon, marmonne James, un sourire légèrement pervers sur son visage. Monde humain, Japon, Kuo. Éternue. Je me demande si James pense à moi. Se dit Venlana en souriant en entrant dans la salle de bain de sa chambre au domaine d'Alavru pour poursuivre sa routine matinale. Si c'est le cas, j'espère que ce sera pour le mieux. Monde humain, île du coup suspendu. Alors que James se préparait pour la journée, Yae avait déjà quitté l'hôtel. Debout dans une forêt non loin de l'hôtel, Yae s'efforce de bouger le bras blessé lors du combat contre Zeru le premier jour du tournoi. Bon sang, s'exclame Yae avec colère après avoir échoué à tenir la poignée de son épée de la main droite. Ramassant l'épée qu'il vient de laisser tomber de la main gauche, Yae regarde vers sa droite et rengaine son épée. Le voyeurisme est un passe-temps inapproprié, Kurama. Dit le type qui lui a implanté un jagan dans le seul but de surveiller sa sœur à distance, répondit Kurama en sortant de derrière un arbre assez grand. 1. Renifla Yae en ajustant les bandages qui entouraient son bras droit blessé. Est-il nécessaire d'être aussi têtu demanda Kurama en regardant le bras blessé de Yae.
D'après ce que J nous a dit sur ses pouvoirs, il a les moyens de guérir ton bras. Je suis sûr que tu devrais lui demander, et il t'aiderait. Je refuse d'avoir pitié de cet idiot ennuyeux, répondit sèchement Yei. C'est ta décision, je suppose, dit Kurama. L'instant suivant, les regards de Kurama et Yei se tournèrent vers le côté, où deux démons apparurent entre la limite des arbres. Quelle coïncidence de vous croiser tous les deux, dit l'un des démons, un homme aux cheveux blonds, avec un sourire sadique sur le visage. Oui, une coïncidence qui fera qu'ils manqueront tous les deux le match de ce matin et mourront, dit l'autre démon, un homme aux cheveux bleus, avec un sourire similaire sur son visage. Ces deux-là sont-ils stupides, demanda Yei, indifférent à ce que disaient les démons. Je crois qu'ils prévoient de nous tendre une embuscade, alors notre équipe ne compte que 3 membres pour le match, répondit Kurama. Après tout, c'est l'équipe Ishigaki. Alors tu nous reconnais, demanda le démon blond. Alors tout sera bien plus facile, ajouta le démon aux cheveux bleus. Maintenant, meurs. Sur ce, le démon aux cheveux bleus se précipita vers le duo pour attaquer. Ils sont vraiment stupides, dit Yei en se balançant sur place pendant un moment. L'instant d'après, le démon aux cheveux bleus s'effondra au sol, le même sourire sadique aux lèvres. Cependant, un trou circulaire perçait désormais sa poitrine, dont le diamètre était égal à la largeur de l'épée de Yei. Et puis il n'en restait plus qu'un, dit Yei en marchant calmement vers le démon blond. J'avoue que je ne suis pas aussi fort qu'aucun d'entre vous, dit le démon blond, arborant toujours son sourire sadique. Mais ce n'est pas moi qui vous combattrai. Un instant plus tard, de nombreux arbres furent abattus ou envoyés voler par un grand démon qui semblait porter un exosquelette en métal. C'est l'une des plus grandes créations du docteur Ishigaki, dit le démon blond d'un air suffisant. Ce robot démoniaque bio-organique est celui qui vous ôtera la vie. Donc, elle ne porte pas d'armure, mais elle est fusionnée avec elle, dit Kurama en étudiant le grand démon de métal. Ce n'est plus ce qui compte, Kurama, dit Yei en observant les mouvements du robot. Il faut tuer cette chose. Ensuite, on pourra tuer l'autre. D'accord, dit Kurama tandis que lui et Yei se séparaient pour attaquer le robot dans des directions différentes. Pendant ce temps, le match du deuxième tour de l'équipe Urameshi approchait. Sur le ring, James, Yuzuki et Kuwabara se tenaient face au docteur Ishigaki et à son équipe de 3 humains, Kuto tenant son micro entre eux. Il semble que 2 membres de chaque équipe manquent à l'appel, dit Kuto. Je dois vous rappeler que si vous n'êtes pas là au début du match, vous ne pourrez pas y participer ensuite. Je doute qu'ils arrivent avant, dit le docteur Ishigaki avec un sourire étrange et une voix rauque. Alors pourquoi ne pas commencer le jeu? Cela nous convient, répondit Yuzuki sans hésitation. Avant de se diriger vers le ring, James avait déjà informé Yuzuki et Kuwabara que Yei et Kurama avaient été attaqués dans la forêt entre le stade et l'hôtel. Il leur avait également annoncé que les 2 démons n'auraient aucun mal à vaincre leurs agresseurs, calmant quelque peu les 2 lycéens. Naturellement, Kuwabara mit en doute la validité des propos de James. James expliqua alors que sa portée de détection était suffisamment large pour couvrir la totalité de l'île de Hangnek, un fait corroboré par Yuzuki. Kuwabara décida alors de faire confiance à James, même si l'ampleur de la menace était trop grande pour qu'il puisse la saisir sur le moment. Puisqu'il n'y aura que 6 combattants dans ce combat, pourquoi ne pas en faire un combat libre à 3 contre 3, suggéra James. En entendant cela, le docteur Ishigaki fouilla dans sa blouse et en sortit une calculatrice ultra performante. Après avoir saisi une formule, il esquissa un large sourire. D'après mes calculs, les chances de victoire de mon équipe sont de 99,95% avec ce format de combat, pensa joyeusement le docteur Ishigaki. C'est une bonne idée, pensa Kuwabara après avoir entendu l'idée de James. Comme ça, on pourra se soutenir mutuellement si on se retrouve dans une situation délicate. Je préfère laisser mon équipe se battre individuellement pour maximiser son potentiel, dit le docteur Ishigaki d'un ton moqueur et combatif. Je suis d'accord si vous acceptez les risques que j'ai fixés pour ce combat. Résistant à la tentation de lever les yeux au ciel, James attendit que la conversation continue. Que veux-tu, petit monstre, demanda Yuzuki d'un ton dur. Si je gagne, je te veux, dit le docteur Ishigaki en désignant Yuzuki. Ou plus précisément, je veux ton corps, Urameshi Yuzuki. Avec un corps humain aussi puissant que le tien, je pourrais faire avancer mes recherches pendant des décennies. Bien sûr, acquiesça aussitôt Yuzuki. Et si je gagne, au moins j'effacerai ce sourire méchant de ton horrible visage. Je peux accepter ces conditions, a déclaré le docteur Ishigaki en riant d'une manière terrifiante lorsqu'il a fini de parler. Donc, avec l'accord des 2 équipes, le deuxième tour se jouera en 3 contre 3, chacun pour soi, a déclaré Kuto. Une fois les 2 équipes prêtes, le match commencera immédiatement. À l'annonce de Kuto, la foule a applaudi bruyamment. Pendant ce temps, Genkai, Irene, Erza, Chizuru et Keiko étaient assis parmi tous les démons affairés. Ils le sauront, d'accord, demanda Keiko après avoir entendu les règles du match. Je suis sûr qu'ils iront bien, répondit Chizuru. Ils pourront prendre soin l'un de l'autre si quelque chose tourne mal. Comme son jeune frère, Chizuru pensait qu'il pourrait utiliser le travail d'équipe pour vaincre cet adversaire. Tu n'as pas à t'inquiéter pour eux, dit Genkai, attirant l'attention de Keiko et Chizuru. J finira probablement ce match rapidement. Ouais, depuis les quelques mois que je le connais, je ne l'ai jamais vu aussi en colère auparavant, a ajouté Erza. Comment ça, il est en colère, demanda Keiko, la voix confuse. Maintenant, il sourit si fort.
En regardant la bague, les 5 femmes purent constater que James affichait un sourire si grand qu'il aurait illuminé le stade. Malheureusement, ce sourire ne reflétait absolument pas son état d'esprit actuel. Comme tu ne le connais pas depuis très longtemps, je comprends ton malentendu, dit Earn. Mais j'y ai vraiment bouleversé en ce moment. Mais pourquoi? Demanda Keiko avec curiosité. À cause de cette affreuse petite chose là-bas, dit Irene en désignant le docteur Ishigaki, qui se tenait maintenant au bord du ring, un sourire sinistre plaqué au visage. Il utilise un moyen pour forcer ces trois-là à obéir à ses ordres. Et comme j'y ai très sensible à l'âme des autres, il peut probablement sentir quand il souffre. Bien que les dires d'Irene soient vrais, James ne voulait le tuer qu'à cause du caractère misérable du docteur Ishigaki dans l'anime. Pour la même raison, il avait promis de tuer également l'ancien Toguro. En entendant la raison d'Irene pour la colère actuelle de James, Keiko et Chizuru, qui avaient déjà une opinion décente du caractère de James, le voyaient sous un jour encore plus positif. Les deux équipes sont prêtes. La voix de Kuto résonna dans tout le stade à cet instant. Que le premier match du deuxième tour du tournoi des ténèbres commence, entre l'équipe Urameshi et l'équipe Ishigaki. Ok les gars, comment allons-nous jouer à ça? Demanda Kuwabara. Désolé, vous deux, mais je m'en occupe, dit James, après avoir matérialisé son épée, le Mangetsu no Shita, sur sa hanche gauche. Puis, James commença à avancer, laissant Yuzuki et Kuwabara derrière eux dans la confusion. Alors que James marchait calmement vers les trois humains de l'équipe Ishigaki, il pouvait les entendre murmurer entre eux. Tuez! 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 Tuez-nous, murmurèrent doucement les trois humains contrôlés en passant à l'action. Le premier à attaquer fut un jeune homme aux cheveux bruns. Attaquant James avec son pouvoir magique concentré dans sa paume, il tenta de l'attraper, qui marchait lentement vers les membres de l'équipe Ishigaki. Griffe brune, dit l'homme aux cheveux bruns, précisant sa technique. Se tournant nonchalamment sur le côté, James évita le coup de griffe qui le visait à la poitrine. Puis, passant devant le jeune homme aux cheveux bruns, il dégaina son épée, le frappa dans le dos et la remit en place. Un instant plus tard, la brune tomba face contre terre, saignant partout sur le ring à cause de la blessure laissée dans son dos. Je pensais qu'il était en colère parce que ces gens étaient contrôlés, dit Keiko d'un ton horrifié. Alors pourquoi l'a-t-il tué? Chizuru était également intéressé par la réponse à cette question. Cependant, ni Janke, ni Irene, ni Erza n'avaient l'intention de répondre, continuant à regarder le match. Réalisant qu'elle n'obtiendrait pas de réponse, Keiko se leva et cria vers le ring. Yuzuki, arrête-le, cria Keiko. Il tue des humains. Tu ne peux pas le laisser faire ça. Bien que Yuzuki ait été pris au dépourvu par l'attaque apparemment mortelle que James venait de lancer, il savait que James avait probablement une raison derrière ce geste. Kuwabara, quant à lui, ne connaissait pas très bien James. Il s'est donc précipité pour l'arrêter. Malheureusement, son timing était horrible. Pendant ce temps, les deux autres membres de l'équipe Ishigaki poursuivaient leur attaque. Les deux combattants restants semblaient maîtriser des techniques d'attaque à distance. Le premier, un garçon aux cheveux roux, une mèche de cheveux en bataille lui couvrant les yeux, créait des anneaux d'énergie acérés comme des rasoirs qu'il lançait sur James. L'autre, un homme d'âge moyen vêtu de vêtements roses de style mandarin, lançait des fléchettes énergétiques. Passant nonchalamment devant les attaques à distance, James réalisa rapidement que Kuwabara ne les voyait apparemment pas. Alors, avant qu'une attaque ne le touche et ne le blesse gravement, James, Flash, passa devant Kuwabara. Puis, utilisant le fourreau de son épée, il le renversa au dernier moment. Cependant, irrité par la tentative d'interférence de Kuwabara, James a peut-être utilisé un peu plus de force que nécessaire pour écarter Kuwabara. Si on le questionnait, il nierait catégoriquement. Après avoir porté Kuwabara hors du ring avec quelques fractures, James est revenu au combat. Cependant, sa colère était encore plus vive, car il allait devoir rattraper son retard pour sauver Kuwabara. Pourquoi ferait-il ça? Hurla Keiko, son opinion sur James qui avait encaissé plusieurs coups violents d'affilée. Puis elle regarda Chizuru pour voir sa réaction en voyant son frère se faire assommer. Et pourquoi es-tu si calme, Chizuru-san? Tu sembles même soulagé. C'est parce qu'il vient de sauver la vie de mon frère, dit Chizuru d'un ton soulagé. Ce type, Rosa, tire des fléchettes énergétiques, et Kazuma était sur le point de se faire transpercer la poitrine. En entendant cela, Keiko fut choquée. Contrairement à tous les autres dans les tribunes, elle n'était qu'une humaine normale. Elle n'avait ni pouvoir magique ni conscience spirituelle. Pour elle, c'était donc comme si James avait attaqué Kuwabara sans raison. De retour sur le ring, James, las d'esquiver les attaques pour montrer au Dr Ishigaki sa défaite dans ce tournoi, mit fin au match en 3 flash steps. Il apparut d'abord derrière l'homme d'âge moyen et lui frappa le dos, le projetant sur le ring. Puis, il fit de même avec l'homme aux cheveux orange. Et, avec son dernier flash step, il apparut à côté de Yuzuki, son épée au fourreau. Ok, j'ai fini, dit James avec indifférence. Tu les as tués? Demanda Yuzuki, son regard alternant entre James et les membres de l'équipe Ishigaki. Non, mais je me suis débarrassé de ces vilains morceaux bioconçus collés à ton dos, répondit James. Un instant plus tard, plusieurs feuilles en forme de pétales jaillirent des entailles dans les chemises des membres de l'équipe Ishigaki. Après cela, le Mangetsu no Shita de James fut partiellement dégainé, et ces feuilles en forme de pétales se combinèrent avec l'épée. À ce moment-là, Kuto commença à compter jusqu'à 10. Et,
À la surprise générale, aucun des trois ne se leva avant que Kuto n'atteigne 10. Cependant, peu après la fin du décompte, et avant que les démons de la foule puissent commencer à applaudir la mort des humains, les membres de l'équipe Ishigaki se mirent en mouvement. Quelques instants plus tard, ils étaient tous debout, confus de reprendre le contrôle de leur corps. Comment est-ce que, commença à demander le jeune homme aux cheveux bruns. Comment est-ce possible, hurla le docteur Ishigaki, réalisant que les appareils qu'il utilisait pour surveiller les trois humains étaient tombés de l'ourlet de leur chemise. Eh bien, votre équipe a perdu, dit Yuzuki en faisant craquer ses articulations en s'approchant du docteur Ishigaki. Il est temps de payer. Ah. Tu crois que je vais te laisser me tuer, demanda le docteur Ishigaki en sortant une seringue de sa blouse. J'ai tant essayé de changer mon corps. Crois-tu que je n'ai rien laissé derrière moi? Le docteur Ishigaki s'enfonça alors la seringue dans le cou. Cependant, au lieu de sentir l'aiguille percer sa peau, il entendit le bruit d'un bocal en verre qui se brisait. Baissant les yeux, il vit les débris de sa seringue ainsi que la main qui la tenait. Puis il regarda son bras, un bras sans aucune partie en dessous du poignet. Après avoir vu le moignon saigner, la douleur finit par se faire sentir. Ma main. Tu m'as coupé la main, cria le docteur Ishigaki. Oui, dit James derrière le docteur Ishigaki. J'ai senti que tu allais revenir sur ton pari. Et c'est absolument interdit. En entendant cela, le docteur Ishigaki se retourna et vit James lui sourire. Puis, se retournant, il vit Yuzuki debout devant lui, le bras penché en arrière, prêt à lui asséner un coup de poing droit dévastateur au visage. De plus, le docteur Ishigaki avait constaté la force de Yuzuki lors de son combat contre Chu. Il n'avait donc aucune illusion quant à sa survie dans cet état. Attendez, vous ne pouvez pas me tuer, supplia le docteur Ishigaki. Oh, je suis prêt à tester cette théorie, dit Yuzuki avec un sourire malicieux sur son visage. Non, attendez, cria le docteur Ishigaki. Puis il désigna les membres de son équipe sur le ring. Si vous me tuez, qui guérira votre maître? En entendant cela, les trois membres humains de l'équipe Ishigaki reprirent leurs esprits. Cependant, avant qu'ils puissent demander pardon à Yuzuki, une voix les interrompit à l'entrée du ring. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, dit Kurama en aidant un vieil homme à entrer sur le ring. Yei et moi l'avons trouvé après avoir été attaqués par les autres membres de l'équipe. Et j'ai pu guérir sa maladie facilement. Oui, et après un peu de persuasion, ils nous ont dit exactement où c'était, ajouta Yei, son jagan brillant de manière menaçante à travers la bande sur son front. Alors, y a-t-il une autre raison pour laquelle je devrais te laisser vivre, demanda Yuzuki. Cependant, le docteur Ishigaki ne put que baisser la tête, l'air vaincu. Un instant plus tard, Yuzuki brandit le poing et la tête du docteur explosa comme un ballon d'eau. Kuto déclara alors l'équipe Urameshi vainqueur du match. Chapitre 315, le prochain tour commence immédiatement. Monde humain, île du coup suspendu. Après la fin du match, Keiko, qui avait réprimandé James pour son comportement cruel, se tut. Après avoir vu les coupures sur son dos et les flaques de sang se former sous les membres de l'équipe Ishigaki sur le ring, elle était certaine qu'il les avait tués. Tu penses toujours qu'arrêter J serait une bonne idée, demanda Irene d'un ton moqueur. En entendant cela, Keiko commença à rougir d'embarras. Comment aurais-je pu savoir que je les sauvais alors qu'ils les abattaient comme ça, protesta doucement Keiko. Pendant ce temps, Botan, qui avait pris la relève comme entraîneur de l'équipe Urameshi, prenait des nouvelles de Kuwabara, qui avait plusieurs côtes cassées après que James l'eut projeté hors du ring. Quelques instants plus tard, après avoir réuni le vieil homme avec les trois membres humains de l'équipe du docteur Ishigaki et les avoir salués, James, Yuzuki, Yei et Kurama allèrent voir Kuwabara. Quelle surprise, tu as perdu, encore une fois, dit Yei d'un ton sec en voyant l'état de Kuwabara. Tais-toi, Yei. Aïe, aboya Kuwabara avant de grimacer de douleur. Puis il lança un regard furieux à James. Et pourquoi as-tu fait ça? J'essayais juste de t'empêcher de tuer ces trois-là. Tout d'abord, Kuwabara, dit James avec indifférence. Tu n'avais aucune raison de m'empêcher de les tuer, puisque je n'en avais aucune intention. Si tu avais utilisé ta conscience spirituelle, tu aurais remarqué que je n'avais pas tué cet homme. Kuwabara baissa la tête de honte et comprit que James avait raison. Il laissa ses émotions prendre le dessus et ne réfléchit pas beaucoup à ce moment-là. Deuxièmement, je t'ai sauvé la vie en t'envoyant hors du ring, continua James. Quand je t'ai mis KO, une flèche d'énergie t'a atteint en plein cœur. Quoi? Mais je n'ai rien vu ni ressenti, dit Kuwabara, ne croyant pas entièrement ce que James avait à dire sur le sujet. Il dit la vérité, Kuwabara, dit Yuzuki, défendant le point de vue de James. Alors comment Urameshi pourrait-il le sentir alors que moi, je ne le sens pas, demanda Kuwabara, encore moins convaincu par cette histoire. Je veux dire, il a toujours été nul pour sentir l'énergie spirituelle. Après avoir subi suffisamment de traumatismes, on apprend à faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire auparavant, répondit Yuzuki d'un air distant. Voyant l'expression sans vie de Yuzuki, Kuwabara, Yei, Kurama et Botan se demandèrent ce qu'il avait bien pu endurer pendant ces 3 mois d'entraînement. Cependant, ils n'étaient pas sûrs de vouloir vraiment le savoir. Bien que cela ne réponde pas complètement à la question, cela explique pourquoi Yuzuki pouvait ressentir quelque chose que tu ne pouvais pas, Kuwabara, ajouta James avec un sourire en coin. Sérieusement, pourquoi est-il comme ça à chaque fois qu'il évoque l'entraînement du maître, se demanda James. Je sais que l'entraînement du maître est difficile, mais ce n'est pas comme s'il mourait. Bon, je comprends, je suppose.
Beaucoup d'expériences de mort imminente changeraient quelqu'un de façon fondamentale. Si on ne pouvait pas les sentir, c'était à cause de ces choses sur le dos des 3 combattants. Ces choses répugnantes qui les contrôlaient, dit James, reprenant là où il s'était arrêté. Ces choses rendaient leur énergie spirituelle beaucoup plus pure. Du coup, leur énergie était plus difficile à détecter. Cependant, grâce à l'entraînement de mon maître, l'énergie spirituelle de Yuzuki est également devenue beaucoup plus pure ces 3 derniers mois. En réfléchissant aux paroles de James, Kuwabara ne pouvait qu'y croire. Yuzuki semblait être devenu beaucoup plus fort grâce à l'entraînement qu'il avait suivi. Naturellement, Kuwabara voulait voir si cela serait aussi efficace pour lui que pour Yuzuki. Je te poserai la question après le tournoi, pensa Kuwabara en secouant la tête avec détermination, mais il grimaça à force de bouger. Mais avant qu'il puisse en dire plus, une annonce retentit sur le système de diffusion du stade. Suite à une décision unanime du comité du tournoi, le prochain match de l'équipe Urameshi commencera immédiatement. Une voix féminine s'éleva dans le système de sonorisation du stade. Équipe Mashu, venez sur le ring. Waouh, ils n'essaient même pas de cacher le fait qu'ils veulent notre mort, dit Yuzuki d'un ton de surprise feinte. Cependant, comme l'équipe Urameshi combattra dans 2 matchs consécutifs, elle subira un examen médical par notre propre professionnel de la santé. La voix féminine annonça à nouveau dans les haut-parleurs. Ah, oui, c'est définitivement une sorte de plan, dit Yuzuki. Qu'est-ce que cela a révélé, demanda James d'un ton sarcastique. Un instant plus tard, un démon féminin émergea du tunnel que Kuto utilisait pour entrer dans le stade. Oublie ça, elle pourrait m'attraper les couilles et me faire tousser à tout moment, dit Yuzuki avec un sourire pervers. Un instant plus tard, cependant, Yuzuki frissonna et baissa la tête en perdant son sourire pervers. Zut, comment m'a-t-elle entendu, murmura Yuzuki. Je n'ai même pas besoin de regarder, et je sais que Keiko me brûle la tête en ce moment. Ne sous-estime jamais l'intuition d'une femme, mec, dit James en tapotant l'épaule de Yuzuki. Un démon aux cheveux roux voluptueux, dont l'œil gauche était caché par ses longs cheveux, marchait du tunnel jusqu'à l'anneau de l'équipe Urameshi. Vêtue d'une tenue d'infirmière légère, elle ressemblait presque à une professionnelle de la santé. Bonjour, je m'appelle Ruka, dit la rousse d'un ton sensuel. Si vous me le permettez, je vais examiner votre état. Puis, sans attendre de réponse, Ruka leva sa main droite, pointant sa paume vers chacun des membres de l'équipe Urameshi. Ce n'est pas nécessaire, dit Yei sèchement. Il est clair que le seul qui a besoin de soins médicaux est l'idiot allongé par terre. Ignorant Yei, Ruka continua d'inspecter les 5 membres de l'équipe. Ce faisant, elle pointa sa paume droite vers un membre et le regarda dans les yeux pendant 1 seconde ou 2. Cependant, après avoir croisé le regard de James, Ruka le maintint une dizaine de secondes, avec l'impression qu'il lui était impossible de détourner le regard. Et elle transpirait abondamment pendant plus de la moitié du temps. Quelque chose ne va pas, Ruka, demanda James avec un sourire, la ramenant à la raison. Devrais-je ouvrir la bouche et dire AH? James ouvrit alors la bouche et montra sa gorge à la diablesse rousse sexy. Cependant, lorsqu'il la regarda, elle fut terrifiée. Au plus profond de la gorge de James brûlait un brasier furieux. Ruka sentit que même regarder ces flammes trop longtemps la brûlerait à mort. Puis elle détourna rapidement le regard. Ruka s'éclaircit la gorge pour s'empêcher de penser à ce qu'elle venait de voir. Après mon analyse, je devrais revoir Yei pour un examen plus approfondi. Je suis sûre que ça doit être un peu étrange de ne plus pouvoir utiliser son bras dominant, non? Yei regarda Ruka, qui s'était retournée et se dirigeait vers une tente médicale installée depuis son entrée sur le ring. Elle la suivit un instant plus tard. Cependant, dès son entrée, à l'invitation de Ruka, la tente fut entièrement recouverte d'une barrière. Waouh, il l'a effectivement suivie dans un piège aussi évident sans dire un mot, a déclaré James, les yeux grands ouverts et un sourire sur son visage. Comme James l'avait mentionné, Yei entra dans la tente, conscient du piège. Cependant, se croyant suffisamment fort pour affronter tout ce que le comité du tournoi pourrait lui infliger, il entra sans un mot. Malheureusement, il n'était pas assez fort pour briser cette barrière. Tu crois vraiment pouvoir me garder ici, demanda Yei en regardant Ruka. Après avoir retiré sa tenue d'infirmière, Ruka ne portait plus qu'un simple sous-vêtement à imprimer léopard. Puis, elle sourit avec arrogance à Yei. Bien sûr, répondit Ruka avec arrogance. Personne n'a jamais échappé à une barrière que moi, Ruka la sorcière, j'ai érigée. Je vais te montrer le prix à payer pour m'avoir sous-estimé, dit froidement Yei. 50 000 yens disent que Yei a échoué dans sa tentative d'évasion, dit James, s'attirant également le regard noir de Yei. Décidant qu'il était inutile de poursuivre la conversation, Yei fonça sur la barrière et la frappa de la main gauche. Résultat? Yei fut projeté loin de la barrière avant de s'écraser au fond de la tente médicale. Souriant avec arrogance à Yei une dernière fois, Ruka jeta ses longs cheveux derrière ses épaules et s'adressa à la foule. Maintenant, après un examen attentif, en raison de ses blessures, Yei a été jugé inéligible pour participer à ce match, a déclaré Ruka, parlant dans un petit microphone accroché à ses vêtements. Quelque chose me dit qu'elle n'est pas vraiment une infirmière, a déclaré Kuwabara. Waouh, toi et Yuzuki êtes 2 sur 2 avec les déclarations évidentes, dit James sarcastiquement. Maintenant que c'est réglé, passons au match suivant, dit Kuto avec enthousiasme. Les démons poussèrent des acclamations tonitruantes.
Voyant qu'un membre de l'équipe Urameshi avait été disqualifié avant même le début du match, ils pensèrent que le détective spirituel allait finalement mourir dans ce round. Un instant plus tard, 5 personnages de tailles différentes sont apparus sur le ring. Et voici l'équipe Mashu, cria Kuto dans le micro. Comme dans le dernier match, ils sont apparus de nulle part. Alors, qui veut jouer le rôle de leader aujourd'hui, demanda l'une des silhouettes encapuchonnées avec arrogance. Je pense que je vais le faire, dit une silhouette relativement plus petite, s'avançant tout en retirant sa cape. Sans sa cape, il se révèle être un grand démon à la peau claire, aux cheveux roux mi-longs, aux yeux bleus, à la courte corne blanche sur le front, en grande partie masqué par sa frange, et à ses oreilles pointues qui le font davantage ressembler à un gobelin qu'à un démon. Il porte une tenue presque entièrement blanche, composée d'une blouse blanche façon toge et d'un pantalon blanc ample retenu par une ceinture bleue. Il porte également des protège-bras ornés d'un joyau rouge au centre. Voyant que l'équipe adverse était prête à discuter des conditions, Yuzuki a sauté sur le ring pour faire la même chose que son capitaine d'équipe. Alors, comment veux-tu jouer? Demanda le démon aux cheveux roux. Tu peux décider, répondit Yuzuki. Alors? Et si on y allait un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Demanda Jin avec enthousiasme. Qu'est-ce qu'il a dit? Demanda Yuzuki, visiblement confus. Tu viens d'accepter un terme que tu ne comprenais pas? Demanda James avec curiosité. Il semblerait que oui, répondit Kurama en hochant la tête. Soupir. Quelque chose me dit que si je lui disais d'utiliser davantage sa tête, il essaierait simplement de se défouler, dit James en secouant la tête avec un sourire. Je ne douterai pas de lui, dit Kurama avec un petit sourire. Les capitaines d'équipe ont convenu d'organiser un combat où chaque combattant ne pourra quitter le ring qu'en cas de défaite, a déclaré Kuto, expliquant les règles au public. Le vainqueur de chaque combat restera sur le ring pour le combat suivant. L'équipe qui perd tous ses membres en premier est déclarée perdante. Waouh, elle est assez perspicace, dit Kuwabara d'un ton surpris. Je le savais, dit Yuzuki, essayant de cacher l'étrange expression sur son visage. Comment diable a-t-il pu tirer ça de ce qu'il a dit? Se demanda Yuzuki. Maintenant que les règles sont établies, êtes-vous prêt pour plus de sang, de carnage et de mort? Demanda Kuto avec enthousiasme dans son micro. Naturellement, les démons de la foule se mirent à applaudir avec enthousiasme. La seule chose qu'ils désiraient plus que la violence, c'était la mort de Yuzuki. Et s'ils avaient de la chance, ils les reverraient tous les deux lors du prochain match. Tu es Yuzuki. Tu es Yuzuki. Tu es Yuzuki. Les démons dans la foule se mirent à chanter avec ferveur. Waouh, tu dois être vraiment doué, Yuzuki, dit James en tapotant l'épaule de Yuzuki. Que veux-tu dire? Demanda Yuzuki avec curiosité. Je veux dire, comme un détective spirituel, expliqua Tiago. Tu dois bien faire quelque chose si tant de démons que tu n'as jamais rencontrés te détestent autant, non? En effet, acquiesça Kurama. Yuzuki, tu es devenu une sorte de croque-mitaine du diable. C'est un peu difficile, dit Yuzuki avec un sourire. Mais pourquoi ne cries-tu pas, tu es Kuwabara? Demanda Kuwabara depuis le sol. J'aidais Urameshi sur ses affaires. Peut-être que si tu n'étais pas allongé sur le sol, incapable de te relever, il te détesterait un peu plus, dit Botan en soignant les blessures de Kuwabara. Maintenant, chaque équipe enverrait-elle son premier combattant? Demanda Kuto, mettant fin à cette conversation privée. Alors, qui veut commencer? Demanda James en souriant. Chapitre 316, équipe Urameshi contre équipe Mashu 1. Monde humain, île du coup suspendu. J'y vais en premier, dit Kurama en entrant sur le ring. Si tu comptes les combattre, Kurama, ne fais pas tes conneries habituelles, dit James d'un ton solennel. On est déjà en désavantage numérique. Alors, note-les au plus vite. On n'a pas besoin que quelque chose tourne mal juste parce que tu es curieux de savoir ce qui les motive. Bien qu'il n'ait rien dit en réponse, Kurama hocha la tête alors qu'il marchait vers le centre du ring. Je lui répète la même chose depuis des années, dit Yei depuis l'intérieur de la barrière de Ruka. Mais je n'ai pas réussi à le faire changer d'avis. Je doute que les choses soient différentes pour toi. Eh bien, pour la défense de Kurama, pourquoi écouterait-il quelqu'un qui tomberait volontairement dans un piège aussi évident? Demanda James avec une expression innocente. Ferme ta gueule, siffla Yei en serrant les dents. Au lieu de se moquer davantage de lui, James se contenta de sourire. Puis, il reporta son attention sur la bague. Au même moment, l'équipe Mashu choisit son combattant. En entrant sur le ring, il retira sa cape, révélant un démon à la peau blanche et pâle, aux longues oreilles pointues et au menton pointu. Il portait un foulard vert clair et une jupe verte avec une ceinture rouge et or. Il portait des coudières dorées et des protège-tibias gris. Il portait également à la taille ce qui semblait être des pinceaux et des petits pots de peinture. Premier match, Gamma de l'équipe Mashu contre Kurama de l'équipe Urameshi, cria Kuto dans son micro en désignant les deux combattants. Maintenant. Combattez. Dès que le signal du combat fut donné, Gamma sortit les pinceaux de la poubelle et les plongea dans les boîtes qu'il portait. Il commença alors à peindre des motifs sur son visage, sa poitrine, ses bras et ses jambes à toute vitesse. Cependant, à la grande déception de James, Kurama le regarda simplement faire. Bon sang, Kurama, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « Laisse-les aussi vite que possible » demanda James, incrédule. En entendant la question de James, Kurama eut la décence d'afficher un sourire timide. Puis, il sortit une rose de sa manche et y déposa son énergie démoniaque, la transformant en un fouet épineux.
Fouet rose, dit Kurama alors que le fouet finissait de se former. Malheureusement, Gamma termina également d'appliquer sa peinture de guerre. Puis, à une vitesse bien supérieure à celle attendue par Kurama, Gamma se précipita sur lui et lui assena un coup extrêmement violent à la gorge. Bien que surpris, Kurama parvint à éviter l'attaque mortelle. Cependant, en l'esquivant, il remarqua Gamma essayant de peindre quelque chose sur son bras gauche avec l'un des pinceaux qu'il tenait. Il retira rapidement son bras et frappa du fouet, détruisant tout sous le coude gauche de Gamma. Habitué à la douleur à ce niveau, Gamma n'interrompit même pas l'attaque. Kurama dut alors esquiver une nouvelle tentative de peinture sur sa jambe droite. Comme il l'avait fait auparavant, Kurama frappa l'avant-bras de Gamma après avoir esquivé sa tentative de dessiner ce qu'il essayait de dessiner sur son corps. Abandonne, sans tes bras tu ne peux pas gagner, conseilla Kurama alors qu'il se tenait devant le maudit Gamma. C'est quelque chose que je ne peux pas faire, dit Gamma en courant vers Kurama. Alors que Kurama essayait de convaincre Gamma de reculer, James regardait avec exaspération. Pourquoi diable essaies-tu de calmer un adversaire alors que tout le monde veut le tuer, demanda James d'un ton neutre. Si tu ne veux pas tuer quelqu'un, mets le chaos et finissons-en. Il essaie juste de parler, qu'est-ce qui ne va pas, demanda Kuwabara, ne comprenant pas pourquoi James semblait si en colère. Soupir. Chaque équipe de ce tournoi a un objectif à atteindre, a expliqué Thiago. Pour certains, c'est une raison personnelle, pour d'autres, c'est l'équipe dans son ensemble. Alors, que penses-tu qu'il se passerait si tu essayais de calmer quelqu'un qui était prêt à mourir pour que ton équipe gagne? Ils se battraient jusqu'à leur dernier souffle, répondit Kuwabara. Et ils feraient tout pour que le reste de l'équipe puisse gagner après leur mort, ajouta Yei. Les actions de Kurama sont vraiment stupides. Pendant que James et le reste de l'équipe Urameshi se disputaient, Gamma continuait d'attaquer Kurama. Cependant, comme ses avant-bras et ses mains reposaient sur le ring, à chaque mouvement de ses bras, son sang giclait sur Kurama. Et lorsqu'il ne put plus se tenir debout, un motif se dessina sur le corps de Kurama, dessiné au hasard. Pourquoi es-tu allé si loin, demanda Kurama à Gamma mourant. Tu aurais pu être sauvé si tu avais abandonné. Par la volonté de mes frères et la mienne, s'efforça de dire Gamma. Pour que désormais nous puissions vivre dans la lumière. Et grâce à mon sacrifice, au moins une victoire était garantie. Mesdames et messieurs, Gamma est tombé, cria Kuto, enthousiasmant la foule. Je vais compter jusqu'à 10. 1. En entendant cela, Kurama ressentit un sentiment inquiétant tandis que Kuto continuait à compter. Ma constitution me permet de renforcer ou d'affaiblir mes adversaires, dit Gamma, haletant entre ses mots tandis qu'il saignait sur le ring. Et le principal composant de cette composition est mon sang. Cette dernière déclaration a confirmé le mauvais pressentiment de Kurama. Même si tu possèdes une immense énergie démoniaque, à quoi bon ne pas pouvoir l'utiliser, dit Gamma, rendant son dernier souffle à la fin de sa phrase. Et il y en a 10, cria Kuto un instant plus tard. Le vainqueur du premier match est Kurama. Bouh. La foule a eu la victoire de l'équipe Urameshi. Pendant ce temps, sur le ring de l'équipe Urameshi, James regardait Kuwabara et Uzuki. Écoute, voilà ce qui arrive quand on ne finit pas le combat, dit James. Tu comprends ce que je veux dire? Non seulement Uzuki et Kuwabara, mais même Botan hochèrent la tête en signe de compréhension. Mais quel désir est assez grand pour donner sa vie, demanda Botan, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un accepterait de mourir dans une telle situation. Quelque chose me dit que leur prochain combattant répondra à cette question, a déclaré Yei en regardant le deuxième combattant de l'équipe Mashu entrer sur le ring. En entrant sur le ring, le plus petit membre de l'équipe Mashu se révéla. Devant Kurama se tenait un petit démon aux cheveux bleu-violet lissés en arrière. Cependant, 4 mèches vert jade pendaient du côté gauche de son front. Il portait une cotte de maille à manches longues, une chemise bleu foncé et une tunique lilas, avec une épaule sur le haut du corps. Sur le bas du corps, il portait un pantalon bleu clair et une ceinture lilas. Son expression trahissait son regard fixé sur sa cible tandis qu'il fusillait Kurama du regard. Si vous me le permettez, je vais répondre à la question à laquelle Gamma n'a pas pu répondre pleinement, dit le démon aux cheveux violets. Si Gamma est prêt à aller aussi loin, c'est pour la liberté. La liberté, demanda Kurama avec curiosité. En fait, Kurama était heureux de laisser parler son adversaire, même si son pouvoir démoniaque avait été scellé dans son corps, il savait que le saut ne durerait pas éternellement, donc plus le démon devant lui parlait, plus il se rapprochait d'avoir à nouveau son énergie démoniaque à sa disposition. Oui, pour la liberté, dit le démon en hochant fermement la tête. Pendant des millénaires, nous, les shinobi du monde des démons, avons vécu dans les ténèbres. Mais ce tournoi est notre chance de vivre sous le soleil comme tous les autres démons. Oh, super, les ninjas se rebellent, dit Yei d'un ton désintéressé depuis l'intérieur de la barrière de Ruka. Eh bien, maintenant que tu connais nos raisons, dit le démon en portant ses mains à son visage, commençons notre match, Kurama. Deuxième match du round, Tuya contre Kurama de l'équipe Mashu, s'écria Kuto, tout excité. Combattez. Fragment divers, dit Tuya, désignant sa technique dès le signal de départ. Un instant plus tard, la vapeur d'eau dans l'air se transforma en petits éclats de glace tranchants qui flottèrent au-dessus des mains de Tuya. Il les lança alors sur Kurama, les propulsant vers le rouquin à une vitesse vertigineuse. Utilisant le fouet qu'il tenait depuis son combat contre Gamma, Kurama fit de son mieux pour dévier les éclats de glace qui volaient vers lui. Cependant, ne pouvant plus alimenter le fouet en énergie démoniaque, les éclats de glace le transpercèrent comme s'il s'agissait d'une simple liane.
Voyant son fouet rose détruit si facilement, Kurama fit la seule chose possible, il esquiva frénétiquement les éclats de glace qui approchaient. Cependant, s'il réussit à en éviter la plupart, ils lui laissèrent quelques coupures sanglantes au bras et à la jambe gauche. Soupir. Je ne le pensais pas vraiment, mais je t'avais prévenu, dit James, voyant la situation actuelle de Kurama. Tais-toi, idiot, aboya Yei, les yeux rivés sur l'allumette. Ah, le Tsundere s'inquiète pour son ami, plaisanta James en souriant. Je t'avais dit de te taire, siffla Yei en serrant les dents. Mais ne t'inquiète pas, répondit James en haussant les épaules. Kurama est quelqu'un de très intelligent, je suis sûr qu'il trouvera un moyen de surmonter ce désavantage. Et comme James l'a dit, Kurama a remarqué quelque chose lorsqu'il a été coupé par les éclats de glace. Tu es plutôt agile, Kurama, dit Tuya en suivant ses mouvements du regard. Je n'en attendais pas moins d'un voleur légendaire comme toi. Mais combien de temps pourras-tu tenir le coup? Éclat d'hiver. Je suis surpris d'apprendre ma véritable identité, a déclaré Kurama en esquivant un autre barrage d'éclats de glace. Malheureusement, comme auparavant, Kurama reçut plusieurs autres coups, évitant ainsi tout dommage à ses points vitaux. Une fois le bombardement terminé, Kurama se barbouilla les mains de sang et tenta de nettoyer le seau que Gamma avait laissé sur lui. Puis, les mains encore couvertes de sang, Kurama sortit une autre rose et tenta d'y injecter son énergie démoniaque. Malheureusement, son sang ne suffisit pas à désactiver le seau, provoquant l'explosion de la rose avant qu'elle ne se transforme en fouet. Comme je l'ai entendu, ton intelligence est terrifiante, dis-toi. Tu as découvert que ton sang était le principal vecteur de ton énergie démoniaque. Malheureusement, pour dissiper le seau de Gamma, il te faudrait te vider de ton sang. Éclat d'hiver. Continuant à bombarder Kurama d'éclats de glace à distance, Tuya battait en retraite chaque fois que Kurama tentait de passer au corps à corps. Si Tuya ne craignait pas le combat rapproché, la réputation passée de Kurama le rendait méfiant à l'idée de tomber dans ses pièges. Finalement, après 20 minutes de jeu du chat et de la souris, Kurama avait perdu tellement de sang qu'il ne pouvait plus se tenir debout. Alors qu'il gisait en sang sur le ring, Tuya décida finalement d'en finir au plus près. Kurama est à terre, on compte jusqu'à 10, cria Kuto avec enthousiasme, provoquant les acclamations frénétiques des démons présents. Tu sais, dans d'autres circonstances, je pense que nous aurions été de bons amis, dit Tuya en s'approchant de Kurama. Comme toi, j'ai tendance à me battre stratégiquement plutôt que par la force brute. C'est un sentiment avec lequel je suis d'accord, dit Kurama avec un petit hochement de tête. Malheureusement, nous sommes dans des camps opposés dans cette bataille, dit Tuya, de la vapeur d'eau s'accumulant autour de sa paume gauche. Coutelas de glace. Mais je te salue avec le respect qu'un guerrier comme toi mérite. Tandis qu'il prononçait le nom de sa technique, la main gauche de Tuya fut recouverte de glace. Elle s'étendit ensuite, créant une couche de glace de plus d'1 mètre de long. J'apprécierais votre générosité, dit Kurama alors que Tuya levait son épée de glace pour le décapiter, mais je n'ai pas l'intention de perdre ce combat. Alors que ces mots tombaient, plusieurs vrilles de plantes jaillirent des bras de Kurama et poignardèrent Tuya à la poitrine, arrêtant complètement ses mouvements. Tu as semé une plante mortelle dans ton sang, demanda Tuya, respirant difficilement. C'était le seul moyen d'accéder à mon énergie démoniaque, répondit Kurama, sa respiration devenant de plus en plus saccadée. Mais quand, demanda Tuya. Un instant plus tard, il put répondre à sa propre question. C'était quand tu frottais tes blessures, n'est-ce pas? Brillant. Avec cela, Tuya tomba sur le ring tandis que Kurama essayait de se relever. Reste à terre, Kurama, dit James calmement. Si tu en élimines 2, Yuzuki et moi devrions pouvoir nous occuper du reste. Et moi, demanda Kuwabara avec indignation. Moi aussi, je peux participer à ce tour. Être éligible au combat et être capable de se battre ne signifie pas la même chose, idiot, dit Yei sèchement. Tais-toi, batterie déchargée, cria Kuwabara avant de grimacer de douleur. Comprenant que James avait raison, Kurama s'allongea sur le ring. Alors que Tuya s'effondrait à son tour, Kuto dut recommencer son compte. Puis, utilisant son énergie démoniaque encore scellée, Kurama invoqua les tentacules de la plante mortelle dans son propre corps. Il fit ensuite de son mieux pour la retirer de son sang. 7, 8, 9, 10, cria Kuto, comptant jusqu'à 10. Et sur ce, le match se termine sur un match nul. Maintenant, que les deux équipes envoient leurs prochains combattants. Chapitre 317, équipe Urameshi contre équipe Mashu 2. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Je veux voir Gekun combattre dans le tournoi, cria ce rafale en lançant le stylo contre le mur le plus proche. Comme je l'ai dit plus tôt, pour accompagner James au tournoi d'arts martiaux noirs, beaucoup de filles et de femmes que je connaissais jouaient à Mario Kart pour avoir la chance de le suivre. Naturellement, ce rafale participait à cette petite compétition. D'ailleurs, elle avait gagné. Impatiente de passer du temps avec James dans le monde des humains, ce rafale se serait rendu sur l'île de Hangnek avec Erza, arrivé 2e du concours. Malheureusement, Sirzek et Ajuka apprirent le projet de ce rafale de quitter son emploi. Ils se téléportèrent alors dans sa propriété aux enfers, mettant fin à ses ambitions. Comment ont-ils empêché l'obstiné ce rafale de mettre son plan à exécution dans leur dos? On pourrait se demander. La réponse était simple, et assez lâche, selon ce rafale. Ils ont pris en otage leur collection de mangas, d'animes et de romans légers. Tu sais que nous ne pouvons pas permettre ça,
Sora, dit Sirzek en sortant le stylo que ce rafale avait jeté du mur où il était rangé. Nous devons tous les quatre être en alerte au cas où Rizvim attaquerait les enfers. Tu es diabolique, Sirzek-chan, ce rafale fit la moue, les bras croisés sous sa poitrine. Avec toi et Ajuka-chan ici, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu es juste jalouse parce que je sortais pour m'amuser. À quel point pourrait-on s'amuser à regarder des démons qui ne sont pas plus puissants que des êtres de haut rang se battre dans un tournoi, demanda Ajuka avec une curiosité sincère. Ce ne sont pas les combats qui seraient amusants, dit ce rafale en levant l'index droit comme si elle s'apprêtait à donner une grande leçon de vie à Ajuka. Le plus amusant, ce serait de regarder James s'en prendre à ses démons. Tu, baille sérieusement, demanda Falbium de son ton endormi habituel. Tu veux dire que tu voulais sécher le travail juste pour voir James énerver les gens? Répondit ce rafale d'un hochement de tête et d'un sourire. Cependant, avant que la conversation ne puisse reprendre, un cercle magique de communication vidéo apparut au milieu de la table où les satans étaient réunis. D'après les symboles, le cercle magique appartenait à Azazel. Sirzek y déversa alors une partie de son pouvoir démoniaque. Un instant plus tard, une image d'Azazel, de la poitrine vers le haut, apparut au milieu de la salle de réunion de Satan. Azazel, à quoi nouveau ce plaisir? Demanda Sirzek. Nous l'avons trouvé, dit Azazel, sans donner de contexte à sa réponse. Même s'il n'y avait pas de contexte, les expressions des quatre satans s'aiguisèrent en un instant. Où est-il? Demanda solennellement Ajuka. Je doute que vous me croyez, mais c'est sur l'île de Hangnek, dit Azazel avec un sourire sur son visage. À ces mots, l'expression des quatre satans changea à nouveau. Au lieu d'être acerbe et prête à passer à l'action à tout moment, elle affichait désormais une expression pleine de confusion et d'incrédulité. Tu es sérieux, Azazel-chan? Demanda ce rafale. Je te l'avais dit, tu n'y croirais pas, dit Azazel avec un sourire en coin. Mais si les informations recueillies par l'équipe de Slash Chien sont exactes, il devrait se cacher sur l'île, en attendant la fin du tournoi, ou l'interrompre avec style. La deuxième hypothèse semble plus probable, dit Ajuka, reprenant enfin ses esprits. Mais ne serait-il pas conscient de la présence de James en ce moment? Ça, je n'en suis pas sûr. Ajuka haussa les épaules. Mais savoir où c'est déjà la moitié du chemin, non? Je crois que c'était un message qu'ils utilisaient dans un dessin animé des années 90. Oui, c'était un dessin animé américain qui glorifiait la vie des soldats, a ajouté ce rafale. J'ai trouvé la série drôle, même si chaque épisode se résumait à une longue publicité pour des jouets. Reste concentré sur le sujet, dit Sirzek. Puis il regarda Azazel et posa la question suivante, avons-nous une idée de l'endroit où se trouvent Acnologia et Gilgamesh en ce moment? Nous ne savons pas exactement où se trouve Acnologia, répondit Azazel. Mais nous savons que Gilgamesh est actuellement au Japon. Nous nous attendons à ce qu'il attaque Kuo dès que Rizvim commencera à bouger. Il a certainement l'intention de devenir une diversion pour que Rizvim puisse agir sans entrave, a déclaré Ajuka. Attends, dit ce rafale en levant la main comme une élève en classe. Qu'est-ce qui ne va pas, Sora? Demanda Sirzek. Pourquoi Rizvim est-il sur l'île du coup suspendu? Demanda ce rafale en inclinant la tête sur le côté, l'air mignon. À cette question, le silence s'installa un instant. Sirzek, Ajuka et Azazel ne purent s'empêcher de se regarder d'un air gêné pendant le reste du temps. Et tu crois que Gilgamesh sera la seule distraction pendant que Rizvim fera ce qu'il compte faire sur l'île du coup pendu? Demanda à nouveau ce rafale en inclinant la tête dans l'autre direction. Soupir. Je vais demander à Vali et Tobio de rassembler autant d'informations que possible, aussi vite que possible, dit Azazel avant de mettre fin à la magie de communication. On devrait probablement envoyer nos propres capteurs aussi, dit Ajuka. Je doute que James mette longtemps à trouver Rizvim sur l'île de Hangnek. Bien, répondit Sirzek en hochant la tête. Monde humain, île du coup suspendu. Pendant ce temps, le premier match du troisième tour du tournoi d'arts martiaux noirs se poursuivait. Du côté de l'équipe Mashu, le plus grand des trois membres restants de son équipe, l'homme à capuche, entrait sur le ring. Je prends celui-ci, dit James, après avoir remarqué qui entrait sur le ring. Sans perdre de temps ni attendre d'objection, James monta sur le ring et se dirigea nonchalamment vers le centre. Alors que James atteignait sa position de départ, son adversaire retira sa cape, comme les autres membres de l'équipe Mashu l'avaient fait avant lui. Sous la cape se tenait un grand démon à la peau sombre, couvert de cicatrices sur tout le haut du corps et le visage. Ses cheveux noirs étaient coupés ras. Il portait un pagne vert olive avec une ceinture rouge. À part cela, il ne portait rien d'autre. Tu n'es pas humain, dit le démon à la peau sombre en regardant James. Que es-tu exactement? As-tu déjà entendu parler d'un démon? Demanda James en souriant. Ah, alors tu es un de ces imitateurs de démons au grand cœur, hein? Dit le démon avec un sourire. Peu importe, tu vas mourir ici de toute façon. Waouh, ce sont des mots bien lourds pour le membre le plus faible de ton équipe, non? Demanda James en gardant le sourire. Attends, je vais te montrer lequel d'entre nous est faible, aboya le démon en retour. Pour le troisième match du tour, nous avons Baken de l'équipe Mashu, dit Kuto en désignant le grand démon à la peau sombre. Puis il désigna James et poursuivit sa présentation. Et de l'équipe Urameshi, nous avons J. Comme toujours, l'adversaire de l'équipe Urameshi a été chaleureusement applaudi, tandis qu'eux-mêmes étaient hués. Cependant, pour la première fois de sa vie, James a été victime d'autant de haine lors d'une performance.
Waouh, c'est dégoûtant, murmura James, fronçant les sourcils face aux huées et aux cris de mort. Ou ça le serait s'ils étaient assez bruyants pour avoir de l'importance. Naturellement, James parla assez fort pour que tout le monde dans le stade l'entende. Puis le volume des huées et des huées redoubla. Malheureusement pour vous, les vœux de la foule se réaliseront, dit Bakken en applaudissant. Et vous ne le verrez même pas venir. Au lieu de répondre à la déclaration confiante de Bakken, James sourit simplement au démon devant lui. En voyant ce sourire, Bakken eut l'impression que James le regardait de haut, ce qui était tout à fait vrai. Puis, fronçant les sourcils, il contracta tous les muscles de son corps. Un instant plus tard, il se mit à transpirer abondamment. Un instant plus tard, de la vapeur s'échappa de son corps et recouvrit le ring. Elle continua ensuite de se répandre jusqu'à recouvrir tout le stade. Brouillard blanc, avait déclaré Bakken plus tôt, précisant qu'il ne pouvait plus être vu à bord du bateau à vapeur. Maudissance de chasseur de dragons, murmura James, les yeux humides après avoir inhalé la vapeur produite par Bakken. Oh, c'est absolument charmant, dit Chizuru d'un ton complètement neutre. Burk. Ça sent la sueur, dit Keiko en se pinçant le nez. Comme l'a dit Keiko, la vapeur dans l'air était créée par la sueur des Bakken. Entre sa densité et son odeur, elle désorientait la plupart des ennemis et des cibles, rendant votre style de combat furtif encore plus efficace. Malheureusement, Bakken était confronté à James. Grâce à ses incroyables capacités de détection, James savait où se trouvait Bakken à tout moment. Ce qui l'intéressait, en revanche, c'était la façon dont Bakken se déplaçait dans le brouillard, la vapeur, ou peu importe comment on l'appelle. Bakken se déplaçait à la vapeur tout en faisant tourner son corps comme une perceuse. En fait, on aurait presque dit qu'il creusait dans la vapeur. Je me demandais pourquoi Yuzuki ne semblait pas savoir où il était dans l'anime, pensa James, les yeux rivés sur Bakken. Il ne déplace ni vapeur ni air. Du coup, même moi, je ne sens pas sa direction quand je sens le vent sur ma peau. Alors que James pensait à cela, il leva négligemment sa main gauche après l'avoir légèrement tournée vers la gauche. Frappé. Un instant plus tard, le poing de Bakken s'écrasa dans la paume ouverte de James, provoquant un grand bruit qui résonna dans tout le stade. Comment vas-tu ? Demanda Bakken, incrédule. C'est une bonne astuce quand on affronte des gens qui ne sont pas très doués pour détecter leurs adversaires, dit James d'un ton décontracté. Malheureusement, je suis très doué pour détecter tout ce qui m'entoure. Tout en parlant, James retira lentement son bras. Puis, lorsque son bras fut en position idéale pour porter un coup, il commença à replier délibérément ses doigts. Pendant ce temps, Bakken tentait par tous les moyens d'échapper à l'emprise de James. De sa main libre, il frappa James à plusieurs reprises au bras, à l'épaule et au torse. Il tenta même de lui asséner des coups de poing et de pied au visage, mais James esquiva sans difficulté ses attaques. Puis, une fois ses poings serrés, James attira Bakken à lui et lui assena un coup de poing dévastateur dans l'abdomen. Alors que Bakken se plia en deux de douleur, James déchaîna une avalanche de coups de poing, de coudes, de pieds, de genoux et même de coups de tête sur le démon sans défense. Après avoir passé environ 6 secondes à frapper Bakken, James a terminé son combo avec un coup de pied circulaire qui a touché la joue de Bakken, lui faisant violemment tomber la tête sur le côté. Populaire. Fissure. Boum. Un instant plus tard, Bakken traversa la vapeur qu'il avait créée, la déplaçant dans son élan. Il s'écrasa alors à toute vitesse contre le mur séparant la foule du ring. L'impact fut si violent que de la vapeur fut projetée hors du stade tandis que le mur s'effondrait sur Bakken, présumé mort. Après que l'obstruction ait été retirée et que tout le monde ait pu voir l'état du ring et comment Bakken était enterré sous les décombres, Pluto a commencé à compter jusqu'à 10. Inutile de dire que Bakken n'a pas pu se relever et rentrer sur le ring avant la fin du décompte. Le gagnant du 3e match est J de l'équipe Urameshi, cria Kuto dans son micro. Bouh. La foule siffla et hua. Mais peu de temps après, le démon aux cheveux roux, Jin, sauta sur le ring. Un grand sourire aux lèvres, il marcha avec assurance jusqu'au centre du ring. On dirait que le prochain concurrent de l'équipe Mashu est prêt à en découdre, s'écria Kuto, gonflant à nouveau la foule. 4e partie, Jin contre J, du combat de l'équipe Mashu. Dès le signal de départ, Jin s'élança dans les airs. La confusion s'empara de la foule tandis que Jin s'élevait de plus en plus haut. Finalement, le démon s'immobilisa, à peine plus qu'une silhouette visible aux yeux du public. C'est une vision, dit Jin en se protégeant les yeux des rayons du soleil. Un jour prochain, ce sera à nous. Eh bien, il faudra gagner avant que cela n'arrive. Une voix résonna derrière Jin. Se retournant rapidement, Jin vit James flotter derrière lui avec une paire d'ailes de dragon poussant dans son dos. Tu peux voler aussi, demanda Jin, incrédule. Alors, je suis un démon, non, répondit James en inclinant la tête. Et tu sembles voler en contrôlant le vent pour te soulever et te propulser, hein? Un démon, vraiment? Je n'en ai jamais vu, répondit Jin avec curiosité. En fait, j'en ai seulement entendu parler un peu. Est-ce que tous les démons ont des ailes? Je vois, dit James en interrompant Jin d'un hochement de tête. Bref, je pense qu'il est temps de commencer le combat. Et comme personne ne peut le voir d'ici. En un instant, James apparut au-dessus de Jin, le pied droit levé. Voyant l'attaque imminente, Jin leva les bras en X pour se défendre, tandis que James abaissait violemment sa jambe. Populaire. Puis, Jin fut projeté vers le sol beaucoup plus vite qu'il n'était monté.
Chapitre 318, équipe Urameshi contre équipe Mashu 3. Monde humain, île du coup suspendu. Après avoir reçu le coup de pied de James, Jin fut propulsé vers le ring à toute vitesse. Heureusement, grâce à sa maîtrise du vent, Jin parvint à ralentir sa chute. Finalement, Jin atterrit doucement sur l'anneau. Vu la hauteur à laquelle il volait, il eut à peine le temps d'atterrir en douceur. Puis, quelques secondes plus tard, James atterrit devant le démon surpris et quelque peu irrité. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» demanda Jin, secouant ses bras engourdis. « Qui donne un coup de pied à quelqu'un en admirant la vue ?»« Eh bien, je devrais, » répondit James d'un ton interrogateur, se désignant du doigt. « Et qui s'envole pour admirer le paysage quand une bagarre éclate ?» En réponse à la question de James, Jin détourna timidement le regard tandis qu'il essayait, sans succès, de siffler un petit air. « Ne t'inquiète pas, mec, » dit James en souriant. « Je plaisantais. Ça ne me dérangeait pas vraiment que tu admires la vue. Mais je n'ai pas aimé la façon dont tu t'es mis à voler, pensant que je n'y arriverais pas. » Jin regarda James avec la dernière déclaration. « Si je devais deviner, tu utiliserais une sorte d'attaque en piqué une fois que tu serais familiarisé avec le scénario, n'est-ce pas ?» demanda James. « Comment le sais-tu ?» demanda Jin, les yeux écarquillés. « C'est de la stratégie de base, mec, » répondit James en levant les yeux au ciel. « Vas-y. »« Ah. Je suppose que oui, » dit Jin en se grattant la nuque. « Tu sais quoi, je crois que tu me plais. » Immédiatement après, James recula, les bras couvrant sa poitrine en signe de défense. Voyant cela, Jin fut un peu perplexe. « Je ne vais pas dire que je suis flatté, parce que ce n'est pas le cas, » dit James d'un ton prudent. « Mais je n'aime que les femmes. » Alors ? Une fois de plus, Jin était confus. Encore plus qu'avant. Cependant, 1 ou 2 secondes plus tard, il rougit de colère. « Je pensais qu'on pourrait être amis, » cria Jin. « Ce n'est pas que je t'aime bien, c'est toi que je trouve. » En entendant cela, James se détendit visiblement. Soupir. « C'est bien, » dit James d'un ton soulagé. Enfin, avec ce sourire éclatant et ses oreilles qui bougent, je n'étais pas sûr. « Mes oreilles ne bougent comme ça que quand je suis excité, » répondit Jin en désignant ses oreilles encore tremblantes. « Et après t'avoir vu promener Baken avec tes poings, j'étais vraiment excité. » Les paroles de Jin furent interrompues lorsqu'il vit James adopter une attitude défensive, comme auparavant. Puis, voyant son expression prudente, Jin plaisanta. « Je suis excité de te combattre en personne, » dit Jin sèchement, terminant sa phrase. Sortant de sa posture prudente, James sourit. Puis, il adopta une posture classique de Muay Thai. « Sérieusement, tes réactions sont hilarantes, » dit James en riant. « Au fait, je savais de quoi tu parlais depuis le début. Mais si tu as tellement hâte d'un bon combat, alors que le spectacle commence. » Levant les yeux au ciel en guise de réponse, Jin adopta également sa position de combat. Puis, après s'être regardés un instant, ils foncèrent tous deux à toute vitesse, se percutant au centre de leur position précédente. Paradant un coup sur sa gauche, James profita de l'élan de la défense pour s'écraser et attaquer les jambes de Jin avec sa jambe gauche. Exécutant sans effort un salto par-dessus le balayage de jambes, Jin utilisa la puissance de son talon pour asséner un coup de talon sur la tête de James. En partant de la jambe gauche tendue, James parvint à esquiver la trajectoire du coup de pied et, simultanément, à frapper Jin à la mâchoire. Des mains, Jin bloqua le coup, mais fut projeté en arrière de quelques pas. Cependant, un instant plus tard, il attaqua à nouveau James, qui venait de retrouver son équilibre. Cette fois, avant que Jin ne puisse attaquer, James bondit en avant avec un coup de poing à la Superman, que Jin évita en se baissant légèrement. Puis, avant que James ne puisse retirer son poing, Jin lui saisit le poignet et le lança par-dessus son épaule. Grâce à sa souplesse et à sa dextérité exceptionnelle, James réussit à poser les pieds au sol, stoppant brusquement son lancer. Cependant, il se retrouva dans une situation délicate. Tandis que Jin lui tenait le bras, le dos de James était courbé, créant une position cambrée inconfortable. Profitant de la position de James, Jin coinça le bras droit de James entre son torse et son bras droit. Il leva ensuite le bras gauche et lui donna un coup de coude dans la gorge. Montrant la force physique qu'il avait accumulée au cours des derniers mois, James leva son bras gauche et attrapa fermement le coup avec son coude. Frappé. Le craquement des chairs qui s'entrechoquaient était si fort qu'il résonnait dans les tribunes. Pendant ce temps, James et Jin se regardaient, le sourire aux lèvres, visiblement ravis du combat jusque-là. « Mec, si je ne savais pas mieux, j'aurais pensé que tu essayais de me tuer avec ce coude, » dit James d'un ton décontracté. « Non, bien sûr que non, » répondit Jin en souriant. « Bien. » James hocha la tête. « Parce que je ne suis pas sûr qu'on pourrait être amis si tu essayais vraiment de me tuer. » Après cela, les deux combattants se mirent à rire. Puis, comme s'ils l'avaient prévu, ils cessèrent de rire simultanément. Un instant plus tard, James quitta le ring. Puis, comme si une vidéo avait été inversée, James roula sur l'épaule de Jin. Cependant, alors qu'il se redressait, James enroula son bras gauche autour du cou de Jin, le forçant à cambrer le dos comme il l'avait fait auparavant. « Oh, regardez à quelle vitesse les rôles se sont inversés », dit James avec un sourire. Se préparant à arrêter toute attaque que James pourrait envoyer avec son poing droit ou son coude, Jin fut pris au dépourvu par l'impact qu'il reçut sur son dos. James leva son genou gauche et frappa Jin entre les omoplates. Ce qui, à son tour,
tendit Jin un instant. James en profita pour reculer, Jin toujours à ses côtés. Populaire. Salut les gars, vous avez entendu le bruit qu'a fait la tête de Jin en heurtant l'anneau, s'écria Kuto, tout excité. Je parie que ça a fait un mal de chien. Ça lui a peut-être même fait mal au cerveau. Mais puisqu'il est tombé, je vais commencer à compter. 1. Oh là là, J vient de faire un DDT inversé, demanda Kuwabara avec enthousiasme près de la tente médicale, ignorant la douleur qui accompagnait son excitation. Comment connais-tu le nom de ce mouvement, demanda Botan avec curiosité. Parce que c'est un mouvement de catch professionnel, expliqua Kuwabara. Un lutteur américain nommé Sting l'utilisait après avoir changé de personnage et être devenu très nerveux. Tandis que la conversation se poursuivait, James se leva et s'éloigna de Jin. Bien qu'il sache que cela ne suffirait pas à vaincre un démon de haut rang, même à courte portée, James était certain qu'il ne le laisserait pas tomber instantanément. Après tout, il avait injecté son énergie démoniaque dans son corps pour accélérer sa chute. 4, 5, 6. Aïe, ça fait vraiment mal, dit Jin, arrêtant le compte de Kuto à 6. Se levant lentement, Jin secoua la tête pour se débarrasser des bourdonnements dans ses oreilles. Jin est réveillé, cria Kuto, tout excité. À quoi ressemblera le match après ça? Tu es habile de tes mains et de tes pieds, J, dit Jin avec un sourire en commençant à lui bander le bras gauche. Mais comment vas-tu gérer ça? Alors que Jin agitait son bras, le vent commença à se rassembler autour de lui. Ouais, non, merci, dit James en se précipitant. Quel genre d'idiot laisse son adversaire attaquer? Un instant plus tard, Jin dut bloquer un coup avec son bras droit, arrêtant le vent qui se générait autour de lui. On dirait que tu ne maîtrises pas encore parfaitement le vent, commenta James lorsque le vent cessa de souffler autour du bras de Jin. Tu devrais vraiment travailler là-dessus. Tout en parlant, James lança un direct, que Jin baissa la tête, puis un crochet du gauche que Jin tenta d'éviter. Un instant plus tard, Jin enfonça ses paumes dans la poitrine de James, provoquant une rafale de vent à l'impact. Cette rafale de vent projeta James dans les airs vers les tribunes. Jin ne s'attendait pas à de gros dégâts, mais cela lui donnerait le temps de charger l'attaque que James avait interrompue un instant plus tôt. Pendant ce temps, James déploya à nouveau ses ailes. Puis, avant d'entrer en contact avec le mur séparant la foule du ring, il se stabilisa dans les airs. Malheureusement, ce court instant fut suffisant pour Jin. Quand James regarda le ring, Jin se tenait là, une tornade tourbillonnant autour de son bras droit. Puis, sans hésiter, Jin se précipita vers James, le bras droit replié en arrière, prêt à lui asséner un coup de poing. Coup de poing tornade, cria Jin joyeusement en frappant James à la poitrine. Esquivant vers la gauche, James fut repoussé par les vents violents tandis que le poing de Jin le dépassait. Un instant plus tard, en ligne droite, tous les démons des tribunes, malchanceux d'être dans la ligne de mire, furent réduits en poussière ou projetés par la tornade propulsée par le coup de poing de Jin. C'est une des choses qui ont toujours fait la renommée du tournoi des ténèbres, cria Kuto dans son micro. Nous avons toujours été fiers du niveau de participation du public. Au même moment, Chizuru se leva de sa chaise avec une cigarette à la bouche. Chizuru, tout va bien? Demanda Keiko, surprise par la réaction soudaine de Chizuru. Ouais, d'accord, répondit Chizuru en s'éloignant. Mais je préfère ne pas faire de flaque sur mon siège. Oh, d'accord, répondit Keiko d'un air perplexe. Attends, je viens avec toi. Alors que les deux filles s'éloignaient, Irène regarda Erza. Erza, peux-tu les accompagner et t'assurer qu'il ne leur arrive rien? Demanda Irène. Bien sûr, répondit Erza d'un ton courtois avant de se lever et de suivre Chizuru et Keiko. Avec J participant à ce tournoi à ma place, ces deux-là sont bien plus confiants qu'ils ne le seraient autrement, a déclaré Janké sans quitter le ring des yeux. Sans lui, j'aurais été le 5e membre, et ces deux-là auraient été seuls dans les tribunes. Je suppose donc que c'est une bonne chose qu'il ait décidé de s'immiscer dans la fête, répondit Irène avec un petit sourire. Pendant ce temps, James retournait sur le ring tandis que Jin continuait à flotter devant la dévastation qu'il avait créée dans les tribunes. On dirait qu'un seul n'était pas suffisant, murmura Jin pour lui-même. Puis le démon aux cheveux roux commença à faire tournoyer ses bras. Cependant, avant qu'il ait pu terminer, Jin entendit la voix de James. Dispersé sur les os de la bête. Tour pointu, cristal rouge, anneau d'acier. Bouge et deviens le vent, arrête-toi et deviens le calme. Le bruit des lances en guerre remplit le château vide, scanda James, pointant sa paume droite vers Jin tandis qu'un orbe de magie jaune du tonnerre se formait devant sa paume. Je ne sais pas ce que tu fais, cria Jin tandis qu'une tornade se formait autour de chacun de ses bras. Puis, tandis qu'elle avançait, il poursuivit, mais c'est trop tard. Double point tornade. On verra bien, murmura James en souriant hardiment. Souriant en retour, Jin poursuivit son attaque. Puis, arrivé à proximité, il lança son poing gauche en avant. En réponse, James enduisit sa main gauche de son énergie démoniaque. Puis, à la surprise générale, il attrapa le poing de Jin. Plus surprenant encore, la tornade de Jin fut stoppée en même temps que son poing. Qu'est-ce que c'est? S'écria Jin, surpris. Qui attrape une tornade à main nue? Ce que James fit réellement, sans que Jin le sache, fut de diriger son énergie démoniaque dans la direction opposée à celle de la tornade de Jin. Puis, après une seconde ou deux, la tornade disparut tout simplement. Après cela, James jeta le poing de Jin. C'était bien,
mais ta main droite est toujours occupée, cria Jin en lançant son autre poing en avant. Gardant toujours son sourire, James tenait l'orbe de tonnerre magique devant le poing qui approchait. Fait numéro 63, Rekoho, cria James avec autant d'excitation que Jin. Alors que James terminait son sort de Kido en le nommant, l'orbe de tonnerre s'élança comme un éclair. Puis, il frappa la tornade qui tourbillonnait autour du bras gauche de Jin. Oh, ça va faire mal, murmura Jin avant de perdre le contrôle de la tornade dans son bras. Pendant ce temps, après avoir repoussé Kido, James, Flash, recula d'un pas et se plaça au bord du ring. Un instant plus tard, la magie du tonnerre s'entrelaça avec la tornade de Jin, provoquant une violente expansion, engloutissant Jin au passage. Puis tout explosa. Boum. Après quelques instants, la fumée de l'explosion se dissipa. À la place, il ne restait plus qu'un petit cratère dans l'anneau. Jin, en revanche, était introuvable. Oh, mon Dieu! Waouh! S'écria Kuto, tout excité. C'était incroyable. L'explosion était spectaculaire. Mais où est Jin? Il est réduit en cendres? Non seulement Kuto, mais la plupart des spectateurs présents dans le stade se posaient la même question. Cependant, il y avait quelques exceptions. James, Irene, Jankei, Yuzuki, Yei, Kurama, le dernier membre de l'équipe Mashu, et le jeune Toguro, tous levaient les yeux au ciel. Quelques secondes plus tard, le bruit d'une chute d'objet d'une hauteur vertigineuse se fit entendre, attirant l'attention de tous. Tous ceux qui étaient assis dans les gradins, où l'objet devait tomber, commencèrent à paniquer en s'éloignant. Quelques secondes plus tard, Jin s'effondra dans les gradins, inconscient. Boum! Lorsque Jin atterrit dans les tribunes, une grande partie de la section fut détruite par l'impact et l'onde de choc qui suivit. De plus, les démons qui s'enfuirent plus lentement furent projetés dans les airs, leur vie ou leur mort demeurant inconnue. Incroyable, cette explosion a dû envoyer Jin dans les airs, expliqua Kuto avec enthousiasme. Et à cause de l'impact, il a dû perdre connaissance pendant la montée. Sinon, il n'aurait pas pu s'empêcher d'utiliser le vent pour amortir son atterrissage. Compte à rebours. 1. Pendant le reste du compte à rebours, Jin ne broncha même pas. Cependant, à en juger par le mouvement de sa poitrine, il était évident qu'il était toujours en vie. C'était un très beau combat, Jin, murmura James. T'inviter à rejoindre ma péri ne serait peut-être pas une si mauvaise idée. Chapitre 319, équipe Urameshi contre équipe Mashu 4. Monde humain, île du coup suspendu. À l'extérieur d'une forêt près du stade, Erza se tenait devant la lisière des arbres, une longue épée dégainée et plantée dans le sol devant elle, les mains posées sur la poignée. Debout, elle fusillait les démons du regard, se disant une cible facile, avec suffisamment d'intensité pour les dissuader de toute pensée avant qu'ils ne s'enfuient, terrorisés. Pourquoi sommes-nous venus ici pour faire ça? Demanda une voix féminine derrière Erza. Eh bien, aimerais-tu utiliser les toilettes des démons? Demanda une autre voix féminine indifférente. Je vois ce que tu veux dire, répondit la première voix. Des pas accompagnaient ces deux voix. Un instant plus tard, Chizuru et Keiko surgirent des bois. Tandis que Chizuru fumait nonchalamment une cigarette, Keiko regardait nerveusement autour d'elle, une pointe de gêne se lisant sur son visage. Entendant les pas de ses compagnons, Erza regarda par-dessus son épaule. Vérifiant qu'il s'agissait bien des pas de Chizuru et Keiko, elle rangea son épée grâce à sa magie de rééquipement. Merci de nous avoir suivis, Erza-san, dit Keiko avec un léger hochement de tête. N'en parle pas, répondit Erza sur son ton habituel. Je n'hésiterai jamais à faire quoi que ce soit pour aider mes camarades. Ne sachant que répondre à une réponse aussi sincère, Keiko sourit maladroitement tandis que Chizuru acquiesçait simplement d'un signe de tête. Puis, après quelques pas, Erza rejoignit les deux autres sur le chemin du retour vers le stade. Moins d'une minute plus tard, les trois hommes retournèrent à l'entrée du stade. Cependant, à leur arrivée, Chizuru s'arrêta et regarda sur le côté. Quelque chose ne va pas? Demanda Erza avec curiosité, regardant dans la même direction que Chizuru. Non, ça va, répondit Chizuru, mais ses yeux restèrent rivés sur quelqu'un qu'elle avait repéré. Un instant plus tard, elle reprit, dit, Keiko, rentre et dis à Botan de venir. Hein? Mais pourquoi? Demanda Keiko avec curiosité. Dépêche-toi, répondit Chizuru sans répondre à la question. Dis-lui que j'ai besoin d'elle pour quelque chose. Bien qu'ignorant ce que Chizuru voulait, Keiko courut immédiatement au stade. Pendant ce temps, Chizuru, suivi d'Erza, marchait dans la direction où elle regardait. Au bout du regard de Chizuru, une belle petite fille aux cheveux vermentés et aux yeux rouges, portant un kimono bleu clair à manches longues avec un hobby bleu plus foncé noué derrière elle, parlait à un démon mâle grand, gros et à la peau foncée avec des dents saillantes et un sourire narquois. Il n'y a vraiment plus de billets pour le tournoi? Demanda la démone, déçue. Oui, bien sûr, madame, répondit le démon. Les billets sont tous vendus depuis des semaines. Et vous pensez pouvoir revenir le 3e jour avec l'espoir d'en obtenir un? Que dois-je faire? Je dois assister au tournoi, dit la démone d'un ton désespéré, la tête baissée, triste. Eh bien, si tu as vraiment besoin d'entrer, dit le démon mâle avec un regard plein de désir. Peut-être que je peux le faire. Yukina, cria une seconde voix féminine derrière le démon mâle. Les deux démons réagirent à cette voix. Tandis que l'homme affichait une expression agacée d'être interrompu, la femme, Yukina, leva les yeux pour voir qu'il avait appelé par son nom.
Quoi qu'il en soit, les deux démons cherchèrent qui interrompaient leur conversation. « Et, tu ne vois pas qu'on était en pleine conversation ?» demanda le démon mâle avec colère. « Si tu vois, alors va te faire foutre. » Cependant, avant même qu'il puisse faire un geste pour le chasser, le démon se figea, une épée plantée dans sa bouche, la pointe acérée sur sa langue. Lorsqu'il plongea son regard dans les yeux bruns, complètement choqué, et vit les cheveux roux écarlates de son agresseur, le démon perdit toute volonté de se défendre. « Je suggérerais d'être plus prudent avec vos mots lorsque vous parlez à une dame, dit Erza, celle qui tenait l'épée, d'un ton chevaleresque. Faisant de son mieux pour hocher la tête en signe de compréhension sans tirer la langue, le pantalon du démon s'assombrit. Il avait perdu le contrôle de sa vessie à cause de la peur qu'il ressentait. Pendant ce temps, Chizuru passa devant le démon comme si elle ne l'avait même pas remarqué. Puis, elle s'arrêta devant la petite démone. Au même moment, Erza retira l'épée de la bouche du démon. Dès qu'il ne sentit plus le métal froid dans sa bouche, le démon mâle s'enfuit des trois femmes aussi vite que ses jambes le purent. Désolé, dit Yukina après la fuite du démon. Mais on s'est déjà rencontrés? Non, pas du tout, répondit Chizuru avec un sourire rare. Mais j'ai un petit frère qui n'arrête pas de parler de toi. Yukina a rencontré Kuwabara il y a un peu plus de 3 mois. Elle a été kidnappée par un chef du crime humain après avoir découvert que ses larmes pouvaient être transformées en pierres précieuses. Bien qu'elle ait été assez forte pour tuer ses ravisseurs et s'échapper, sa nature douce l'en a empêchée. Après que le monde des esprits eut appris son enlèvement, Yuzuki reçut la mission de la secourir. Kuwabara était présent lorsqu'Yuzuki reçut la mission. Lorsque Kuwabara vit l'objectif de la mission, il eut le coup de foudre et se précipita pour la sauver, sans se soucier de savoir si Yuzuki le suivait ou attendait de connaître le reste des détails. S'il était vrai que le monde des esprits souhaitait l'arracher aux griffes du chef du crime, la raison principale était d'éviter une autre issue. Yei tuerait tous les humains impliqués, car il est formellement interdit aux démons du monde des humains de tuer des humains, quelles que soient les circonstances. On pourrait se demander pourquoi Yei se lance dans une telle tuerie. Eh bien, la réponse est simple, Yukina est la sœur jumelle cadette de Yei, même si elle l'ignorait. Pendant ce temps, au stade, James se tenait au bord du ring, le sourire aux lèvres, regardant le dernier membre de l'équipe Mashu. Cependant, son regard se porta vers les tribunes lorsqu'il entendit la voix de Keiko. « Et, Botan, viens avec moi à l'entrée du stade » cria Keiko depuis le mur séparant les tribunes du ring. Chizuru a dit qu'elle avait besoin de toi pour quelque chose. Bien que confuse, Botan courut vers le tunnel. Elle craignait que quelque chose n'allait pas après avoir entendu le message de Keiko. Yukina doit être là, pensa James. Maintenant, je me sens un peu mal d'avoir volé la vedette à Kuwabara. Mais c'est comme ça. Pendant que James réfléchissait, un homme d'un certain âge, costaud, vêtu d'un costume bleu coûteux, d'une chemise blanche, d'une cravate rouge et de chaussures en cuir blanche, sortit précipitamment du tunnel de l'équipe Mashu. Puis, arrivé au dernier membre de l'équipe Mashu, il prit quelques profondes inspirations avant de parler. « Riche, tu as intérêt à trouver un moyen de gagner cette manche, dit Butajiri, l'homme costaud, avec un grognement. Je parie une fortune sur toi cette fois. » Riant doucement, le membre encapuchonné de l'équipe Mashu ne regarda même pas Butajiri. Au lieu de cela, il se dirigea vers le ring. Puis, il parla à voix basse. « Tu devras trouver un moyen de te débarrasser de l'autre, mais si... » Richo commença à parler. Richo a ensuite expliqué son plan, avec l'intention d'utiliser la position de Butajiri au sein du comité pour disqualifier James. « D'accord, c'est une excellente idée, » a déclaré Butajiri avec enthousiasme avant de retourner dans sa loge VIP où il rassemblerait les membres du comité du tournoi. Cependant, avant que Butajiri ne puisse aller trop loin, la voix de James résonna sur le ring. « C'est un très bon plan, mais ça ne marchera pas, » dit James, attirant l'attention de Butajiri et Richo. « Enfin, si vous regardez la vidéo, je n'ai touché qu'à l'anneau. Donc accuser Kuto de ne pas m'avoir prévenu correctement ne fonctionnera pas. » Dès qu'il eut terminé, James disparut, laissant une image rémanente. Puis, il apparut derrière Butajiri au moment où il ouvrit la bouche pour parler. Au même moment, on entendait la voix paniquée de Kuto qui cherchait le micro. « Comment est-ce possible ?» demanda Butajiri, paniqué. « A-t-il vraiment entendu parler de notre projet de le disqualifier en utilisant ma position au sein du comité du tournoi ?» Tandis que Butajiri parlait, sa voix résonna dans tout le stade, le surprenant, lui et Richo. Puis, ils virent James, qui était sur le ring, disparaître lentement. Ils remarquèrent également que Kuto semblait chercher quelque chose et qu'il n'avait plus son micro à la main. Un instant plus tard, Butajiri baissa les yeux, horrifié. Puis il vit le microphone manquant, tenu dans une main couleur caramel, juste sous son menton. « Mon Dieu, y a-t-il eu un complot pour me disqualifier, alors que je n'avais rien fait pour le mériter ?» demanda James d'un ton enjoué. « Est-ce que ça veut dire que je suis bien plus fort que le dernier membre de l'équipe Mashu ?» Bien que le ton de James fût enjoué, son regard était prédateur. Butajiri comprit que James s'abstenait de tuer sur le champ l'homme d'affaires peu honorable. « Ah, tu crois vraiment pouvoir me vaincre ?» demanda Richo avec dédain. « Je suis bien plus fort que cet idiot de Jin. »« Oh, alors tu vas me dire que tu n'as rien à voir avec ce salaud qui a obligé le comité à nous faire nous battre 2 fois de suite ?» demanda James en plaisantant. « Parce que si tu étais aussi fort que tu le prétends, tu n'aurais pas besoin de faire ça, pas vrai ?» Lorsque James parla, il insista moqueusement sur le mot fort, ce qui fit grincer des dents Richo. La vérité,
Tel que je la vois, c'est plutôt ça. Tu m'as vu vaincre la dernière équipe sans effort, continua James. Puis tu as commencé à trembler. Puis, pris de peur, tu as élaboré un plan pour rendre un ou plusieurs de mes coéquipiers inéligibles à cette manche. Puis, James Flash s'est éloigné de Butafiri et est apparu à côté de Kuto. Désolé d'avoir emprunté ceci sans permission, dit James en lui tendant le micro. Puis, sans attendre la réponse de Kuto, James retourna à sa position initiale et regarda Richo d'un air moqueur. Oh, et toi, petite sorcière, demanda James en désignant Ruka, qui regardait Yei avec effroi. Sa barrière a presque complètement guéri notre garçon, Yei. Alors, je te suggère de monter sur le ring pour perdre rapidement. Avant que Yei ne se fraie un chemin à travers cette barrière et ne te tue d'une manière bien plus cruelle que je ne l'aurais fait. Serrant les dents assez fort pour être entendu depuis les premiers rangs, Richo attrapa sa cape et l'arracha. Puis, il sauta sur le ring, la colère visible sur son visage. Sans la cape, Richo était un démon grand et élancé, aux cheveux noirs brillants et mi-longs, séparé par une raie au milieu, et aux yeux marrons étroits. Il portait une combinaison noire ornée d'une ceinture orange sur les épaules et d'une ceinture marron nouée autour de la taille. Tu comprendras bientôt les conséquences de m'humilier, cracha Richo en serrant les dents. Je vais te montrer pourquoi une imitation doit se taire face à un vrai démon. En entendant cette déclaration, James haussa un sourcil. Il se demandait si c'était vrai, puisque les démons et les diables étaient les deux seules espèces d'êtres surnaturels à utiliser l'énergie démoniaque. Je devrais faire quelques recherches à ce sujet plus tard, pensa James. Les deux combattants sont montés sur le ring, cria Kuto. De l'équipe Mashu, Richo. Et de l'équipe Urameshi, J. Maintenant, que le combat commence. Armure d'argile, dit Richo dès que le signal de départ fut donné. Un instant plus tard, de la terre provenant de l'extérieur du ring s'abattit sur Richo, créant une armure gris-brun autour de lui. Il se précipita alors sur James et engagea le combat au corps à corps. Frappant coup de poing, coup de pied, coup de coude et coup de genou, Richo échoua à porter un seul coup, tandis que James esquivait et parait sans effort toutes les attaques. Je l'admets, tu es physiquement plus fort que Jin, dit James d'un ton ennuyé. Mais tu es trop lent. À quoi sert toute cette puissance si tu ne peux rien utiliser? Stalagmite, cria Richo en attaquant. L'instant d'après, un pieu de terre jaillit du sol juste sous James. Cependant, à la surprise de Richo, James sauta simplement par-dessus. Puis, d'un mouvement brusque, il atterrit sur la pointe du pieu et le soutint d'un doigt. Comment as-tu su que j'entraînais mon contrôle du pouvoir démoniaque de cette façon? Demanda James avec une curiosité feinte. Bref, j'apprécie vraiment que tu m'aies donné de quoi m'entraîner. Merci, mec. J'imagine que tu n'es pas aussi mauvais que je le pensais. Merde, tu vas payer pour t'être moqué de moi, cria Richo en sautant hors du ring. Armure d'argile, hurla Richo, hystérique, en tombant du ring. Un instant plus tard, la saleté s'accumulait encore davantage sur l'armure de Richo. La nouvelle armure, plus épaisse, paraissait bien plus sinistre qu'avant, avec des points acérés dépassant des articulations. Richo bondit alors haut dans les airs. Au même moment, James détacha le piquet, matérialisant Oshiru Sakura à sa hanche gauche. Richo se recroquevilla alors en boule tandis que son énergie démoniaque l'enveloppait dans les airs. Pendant ce temps, James adoptait une posture d'Iedo. Pluie de météores, cria Richo en se lançant sur le ring vers James. James observa Richo approcher avec attention à toute vitesse. Puis, lorsqu'il fut à portée, il s'avança et dégaina son épée, couverte de flammes couleur cerisier. Griffe balayante du dragon de la lame infernale, dit James calmement en récitant le nom de son sort magie du tueur de dragons. Un instant plus tard, Richo se détendit et atterrit sur le ring. Pendant ce temps, dos à son adversaire, James rengaina lentement son épée. Puis, au bruit de la garde contre le fourreau, l'armure de Richo vola en éclats, du sang jaillit d'une blessure qui s'étendait de sa hanche droite à son épaule gauche. La moitié droite de son torse se détacha alors du reste de son corps, tandis que le bas de son corps et la moitié gauche de son torse restaient droits. Je ne pense pas qu'il faille compter là-dessus, s'exclama Kuto avec enthousiasme. Le vainqueur du 5e match et de ce round est l'équipe Urameshi. Chapitre 320, la plus grande faiblesse d'Erza. Monde humain, île du coup suspendu. Après que Kuto eut déclaré l'équipe Urameshi vainqueur du round, la foule s'est à nouveau écriée dans une symphonie de huées et de railleries. Et comme toujours, cela n'a semblé gêner aucun membre de l'équipe Urameshi. Ruka avait alors libéré Yei de sa barrière. Aussitôt, elle courut vers le tunnel où il était entré, la terreur lisant son visage. Le fait que Yei la fixa du regard, son jagan rayonnant, pendant toute sa fuite n'aida probablement pas. Pourtant, il était évident pour tous ceux qui l'observaient qu'il voulait simplement l'effrayer. Quelques instants plus tard, James a sauté hors du ring, rejoignant le reste de l'équipe Urameshi, qui s'était rassemblée près de Kuwabara et Kurama blessés. Alors, tu crois qu'ils vont nous faire combattre à nouveau? Demanda Yuzuki une fois l'équipe rassemblée. Probablement pas, répondit James. Après ce round, notre prochain match aura lieu en demi-finale. Et jusqu'à présent, je pense que l'équipe Toguro est la seule à être prête à se battre dès le début. En d'autres termes, nous devons attendre que les autres endroits soient couverts avant de nous battre à nouveau, n'est-ce pas? C'est vrai, répondit James. Puis il reporta son attention sur Kurama. Comment vas-tu, Kurama? Tu as besoin que j'utilise mon sort de soin sur toi? Attends.
Tu as un sort de guérison, demanda Kuwabara d'un ton agité avant que Kurama ne puisse répondre. Oui, absolument, répondit James d'un hochement de tête. Je suis presque sûr de l'avoir dit à l'équipe après notre match contre l'équipe Rokuuke. D'ailleurs, Yae a refusé ma proposition de soigner son bras. Alors pourquoi m'as-tu laissé assis ici, blessé comme ça, demanda Kuwabara avec colère. Eh bien, il y a 3 raisons, en fait, répondit James en levant l'index, le majeur et l'annulaire de sa main droite. Ah oui, et qu'est-ce que c'est, demanda Kuwabara. Plus que Kuwabara, Yuzuki, Kurama et même Yae, qui faisaient comme s'ils n'étaient pas intéressés, étaient curieux de connaître les raisons pour lesquelles James avait laissé Kuwabara blessé. Eh bien, tout d'abord, c'était pour t'apprendre qu'agir avant d'y réfléchir a des conséquences, dit James, recevant un hochement de tête de Yae et Kurama. Deuxièmement, je savais que je combattrais ce round à un moment donné, alors je voulais conserver mon énergie démoniaque. Ah, sans vouloir t'offenser, Kurama. Rien n'est pris, répondit Kurama avec dédain. Et quelle est la 3e raison, demanda Yuzuki avec curiosité. Parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui préférerait être guéri plutôt qu'un grand Adonis à la peau caramel comme moi, dit James d'un ton malicieux, s'attirant les regards vides de tous. Ignorant le regard de ses coéquipiers, James désigna les tribunes et poursuivit. Oh, et la voilà qui arrive. Kazuma, ça va, demanda Yukina depuis les tribunes, à un moment où l'on aurait pu croire qu'elle n'était là que pour prouver les dires de James. En entendant cette voix, Kuwabara se redressa aussitôt. Regardant dans la direction d'où elle venait, Erza, Botan, Shizuru, Keiko et Yukina se tenaient sur le mur séparant le ring des gradins. Cependant, la seule des 5 que Kuwabara pouvait voir à cet instant était Yukina. Revigoré, Kuwabara se releva comme s'il n'avait jamais été blessé. Il courut ensuite jusqu'au mur et se plaça sous le groupe de 5. Et, Yukina, tu es venu me voir, demanda Kuwabara avec un grand sourire niais. Oui, répondit Yukina avec un hochement de tête et un sourire poli. Mais j'ai bien peur que ce ne soit qu'une partie de la raison. En fait, je suis venu ici pour retrouver mon frère. Oh, tu le cherches toujours, hein, dit Kuwabara en se tenant le menton d'un air pensif. Eh bien, s'il est là comme tu le penses, je suis sûr que tu pourras le rencontrer. Tandis que Kuwabara discutait joyeusement avec Yukina, Yuzuki, Kurama, Shizuru et Botan fixaient Yae du regard. Voyant cela, même s'il connaissait déjà la vérité, James se pencha et murmura une question à l'oreille de Kurama. Alors, Yae est le frère de cette fille, hein, demanda James en souriant. Mais je suppose que ça devrait rester secret, non? Plus ou moins, répondit Kurama. Eh bien, vous avez rendu cela si évident que seuls des étrangers comme Yuzuki et Kuwabara ne comprendraient pas. Que veux-tu dire par là, demanda Yuzuki avec irritation. Je le savais. Je ne suis pas aussi ignorant que Kuwabara. Ouais, mais si je devais deviner, tu le découvrirais parce qu'on te l'aurait dit, non, demanda James en haussant un sourcil et en souriant. Pas parce que tu l'aurais découvert toi-même. Au lieu de continuer à argumenter, Yuzuki détourna simplement le regard en silence. Après tout ce que James disait était vrai. Pendant ce temps, dans les tribunes, Botan transpirait abondamment. Elle ne regardait même pas dans sa direction, et elle remarqua que Yae la fixait de ses 3 yeux. J'ai vraiment envie de dire à Kuwabara que Yukina est la sœur de Yae. Mais je sais que je ne devrais pas, se dit Botan nerveusement. Le vrai problème, c'est que je suis une bavarde et Yae est télépathe. Alors il le saura dès que je dirai quelque chose. Exactement, dis n'importe quoi et tu mourras. La voix de Yae résonna dans la tête de Botan. Idiot, tu veux bien te dépêcher de partir, demanda Janké d'un ton sévère. Ou est-ce que tu comptais te battre à nouveau? Sur ce, toutes les conversations ont pris fin et tous les membres de l'équipe Urameshi ont quitté le stade. Alors que le groupe discutait sur le chemin du retour à l'hôtel, James réfléchissait à ce qu'il savait de la situation actuelle. En fait, Kuwabara n'est pas le seul à ignorer que Yukina et Yae sont jumelles, pensa James. Je suis presque sûr que Keiko l'ignore aussi. À part ça, Irene et Erza l'ignorent aussi. Mais peu importe. Ah oui, Yukina l'ignore aussi. En fait, la raison pour laquelle Yukina ignore que Yae est son frère jumeau est assez simple, ils ont été séparés à la naissance. Yae et Yukina sont toutes données dans la tribu des démons de glace, une race exclusivement féminine. La seule façon pour un homme de naître parmi les démons de glace est que l'un d'eux couche avec un homme d'une autre race. Et c'est exactement ainsi que les jumelles furent conçues. Malheureusement, en raison de la culture des démons de glace, la tribu rejeta Yae peu après sa naissance. D'un autre côté, si Kuwabara ignore qui est le frère de Yukina, c'est à cause de sa stupidité. La dernière affaire que Yuzuki a résolue, plus ou moins, était celle de sauver Yukina d'un chef du crime. Lorsqu'il a reçu la mission, il s'agissait d'une cassette vidéo, un support obsolète qu'il n'avait pas chez lui. Heureusement, Yuzuki savait qu'il pouvait regarder la vidéo chez Kuwabara. Il y emporta donc la cassette, et Kuwabara la regarda avec lui. Puis, en voyant l'image de la personne que Yuzuki devait sauver, Kuwabara eut le coup de foudre. Sans avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, il s'enfuit pour la sauver seul. Bien sûr, cette tentative échoua. Voyant que Kuwabara ignorait où elle était piégée, elle courut un moment dans Tokyo. Finalement, après un certain temps, Kuwabara revint et suivit Yuzuki dans sa mission. Alors que James réfléchissait à ce qu'il savait du canon Yu Yu Hakusho, le groupe arriva enfin à l'hôtel. Et aussitôt, ils commencèrent à faire la fête.
Avancer 2 tours du tournoi sans aucune victime était une bonne raison de se réjouir. De plus, Kuwabara découvrit que Yukina avait appris à soigner. Naturellement, Kuwabara se demanda comment James avait pu le savoir. Cependant, avant qu'il puisse poser la question, Yukina l'interrogea sur sa participation au tournoi, et il oublia complètement ses soupçons. Autre fait notable, Irene quitta brièvement le jeu après avoir reçu un message. Cependant, à son retour, elle fit comme si de rien n'était. James comprit alors qu'il ne fallait pas en parler en présence d'inconnus et laissa le sujet de côté jusqu'à ce qu'il soit seul. Erza, en revanche, ne comprenait pas ces signaux sociaux. Elle a donc posé la question sans vergogne dès qu'Irene est revenue. Et elle n'a pas fait preuve de subtilité. Heureusement, James gardait toujours quelque chose dans ses placards, juste pour les occasions spéciales. Heureusement que j'ai demandé à Greffia de m'apprendre à arrêter le temps dans mon espace de rangement, pensa James en sortant quelque chose de son espace de rangement. Et, Erza, cria James, attirant son attention. On ne peut pas appeler ça une fête sans gâteau, n'est-ce pas? Avec cela, James a révélé le gâteau aux fraises extra large qu'il avait gardé dans son entrepôt depuis sa rencontre avec Erza. D'après ce qu'il savait de la fille, elle était si têtue qu'il lui était presque impossible de la faire changer d'avis. Seul un bon shortcake aux fraises pouvait la faire changer d'avis. Après avoir vu le gâteau, les yeux d'Erza se mirent à briller. Oubliant complètement ce qu'elle voulait demander à sa mère, Erza se dirigea vers la table où James s'apprêtait à déposer le gâteau. Elle attendit donc avec impatience que James en coupe une part. Un instant plus tard, James servit le gâteau à Erza dans une petite assiette avec une fourchette à dessert. Lorsqu'Erza le reçut, elle en prit rapidement une première bouchée. Puis, elle marqua une pause et tourna la tête, les yeux humides. Après cela, elle laissa échapper l'un des gémissements les plus sensuels que quiconque dans la pièce ait jamais entendu. Pendant ce temps, tandis qu'Erza prenait son moment d'extase, James fit un clin d'œil à Irene. Irene lui rendit son clin d'œil avec un sourire. Après quoi, ils retournèrent à la fête comme si de rien n'était. Alors, quelqu'un d'autre veut une part de gâteau, demanda James en désignant le gâteau avec son couteau. Keiko, Botan et Yukina levèrent rapidement la main. Puis, lorsque James les salua, ils se levèrent tous et allèrent chercher un morceau de gâteau. Ce qui surprit tout le monde, sauf James et Irene, c'est que Janké avait battu les 3 filles. D'un autre côté, Erza aurait aussi été surprise de voir Janké en tête de la file d'attente. Mais elle était tellement absorbée par sa part de gâteau qu'elle ne remarqua pas ce qui se passait autour d'elle. Lorsque Janké sentit tous les regards surpris sur elle, elle se tourna pour regarder tout le monde. « Quoi ?» demanda Janké, l'air inchangé. « Tu n'as jamais vu une vieille femme qui aimait les gâteaux ?» Bien qu'il ne soit pas inhabituel pour une dame âgée d'aimer les gâteaux, l'apparence dure de Janké laissait penser qu'elle préférait les boissons fortes et le tabac au gâteau. Mais ne vous méprenez pas, Janké aimait aussi les alcools forts et le tabac. Mais il n'y avait aucune règle interdisant ces 2 goûts. La fête continua ainsi pendant les heures qui suivirent. Finalement, chacun retourna dans sa chambre, Yukina partageant celle de Keiko, complètement épuisée. Tout le monde, sauf les démons, bien sûr. Plus encore que les démons prospéraient la nuit. Comme la veille, Irene et Erza entrèrent dans la chambre de James pour dormir. Dès que la porte se referma derrière elle, James se tourna vers Irene. « Il y a donc quelque chose que je devrais savoir sur ce cercle de communication précédent ?» demanda James avec sérieux. « Ah !»« C'est vrai !» s'exclama Erza. « Après que James ait présenté le gâteau, j'ai complètement oublié que je voulais lui poser des questions. »« C'était justement le but, Erza, » dit James. « Tu allais interroger ta mère sur d'éventuels problèmes internes aux enfers. Alors j'ai pensé à quelque chose pour la distraire. Et il semble que le gâteau ait parfaitement rempli sa fonction. »« Ah !»« Je suis désolé pour mon imprudence, » s'excusa sincèrement Erza. « S'il te plaît, attaque-moi en guise de punition. » Ignorant le comportement habituel d'Erza, James tourna son attention vers Irene. « Et alors ?» demanda James. Apparemment, l'équipe de Slash Dog a découvert que Rizvim devrait être sur l'île de Anjingenek en ce moment, a rapporté à Irene. Il a dû trouver un bon moyen de dissimuler sa présence, murmura James. J'ai scruté l'île entière à maintes reprises grâce à ma perception et à ma vision intérieure. Pourtant, je ne l'ai jamais remarqué. D'après ce que j'ai entendu dire à son sujet, je n'en douterai pas, dit Irene. Il a échappé à la surveillance de la pègre pendant des siècles. C'est vrai, je crois, répondit James. Mais je doute qu'il le recherchait activement. Surtout avec ces vieux salauds corrompus qui siégeaient au conseil, sans parler de la façon dont les Sirzek avaient tendance à agir. Il hocha la tête, tandis qu'Erza n'était pas sûre de ce dont il parlait puisqu'elle était une nouvelle venue dans la société des démons. Bref, s'il compte faire quoi que ce soit sur cette île, je l'en empêcherai, dit James en haussant les épaules. Et s'il compte attendre mon départ, je ferai couler l'île avant de partir. Bref, allons nous coucher. La journée a été longue. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.